À seulement 23 ans, il a son portrait dans le 20h de TF1. Cette semaine, dans le podcast Impact Story, je reçois Yovan Pigenet, celui qu'on appelle aussi l'étudiant entrepreneur influenceur au grand cœur. Il a fondé l'association Delivered, une plateforme qui livre gratuitement des paniers de courses aux étudiants dans le besoin. Je pense outil numérique, je pense crise du Covid et je me dis en vrai on va créer un Uber Eats gratuit et solidaire. Genre vraiment on va récupérer des invendus parce qu'il y a beaucoup de gaspillage alimentaire, on va faire des kits. En 2022, ils sont présents dans 14 villes, ils ont distribué 50 000 repas, ce qui représente 1 million d'euros de courses livrées. Mais Yovan, il s'arrête pas là puisqu'ils fondent Drest, la première boutique en ligne de vêtements 100% gratuite pour les étudiants dans le besoin. L'impact de Delivered et Drest fait tellement écho à la précarité de certains étudiants que Yovan enchaîne rapidement les interviews et passages TV. TF1, France 3, Brut, Click, même McFly et Carlito s'en mêlent et en font une vidéo. Yovan documente au quotidien ses aventures auprès de sa communauté de 150 000 personnes sur les réseaux sociaux. Et toutes ces activités, il les fait en parallèle de ses études. Et Dieu merci, moi encore une fois, mes parents, ils étaient sur mon dos, ils avaient accès à ça, mon père il s'est beaucoup renseigné et il m'a dit faut que tu ailles en classe prépa. Yovan m'impressionne par sa générosité, son ambition et sa volonté d'impacter positivement les gens autour de lui. Je vous en dis pas plus et vous invite à rejoindre ma conversation avec Yovan. Bienvenue sur Impact Story, le podcast qui part à la rencontre de ceux qui ont un impact positif sur le monde. Entrepreneurs, artistes, citoyens, sportifs. L'objectif est de comprendre leur parcours et leur motivation et d'entendre leurs conseils pour qu'on soit tous moteurs du changement. Ça fait plaisir de te recevoir, Yovan. Merci beaucoup, merci à toi de m'inviter. On s'est déjà croisés à plusieurs reprises. Ouais. Et moi, je suis ce que tu fais sur les réseaux sociaux. Et du coup, j'ai découvert Drest et Delivered, où j'en ai déjà parlé sur mes réels. Et après, on a commencé à échanger. Ouais. Et c'est comme ça qu'on a commencé à se capter. Et donc, comme je kiffe ce que tu fais, je me suis dit que c'était une bonne idée de te recevoir dans ce podcast. Parce que dans tes stories, tu dégages quelque chose d'ultra positif, beaucoup d'énergie. Et ce que tu fais, c'est un vrai impact social et humain. Donc t'es l'invité idéal pour Impact Story. Trop bien. Est-ce que tu peux commencer par te présenter par ton plus gros échec? C'est la question que je pose toujours. La fameuse. La fameuse. Alors c'est une bonne question pour être transparent. J'ai pas eu le temps d'y réfléchir tant que ça, mais j'y ai pensé là sur le trajet. Je pense que mon principal échec, et ça peut paraître paradoxal, mais c'est d'avoir déçu mes parents. Et en même temps, pourquoi je pense que c'est le bon échec pour se présenter? Parce que je pense que ça m'a beaucoup forgé aussi. Et je serais pas la personne que je suis aujourd'hui sans mes parents. Donc je commencerai pas là. Après, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler un peu plus en détail par la suite. Mais ouais, je dirais que ça a été, pour moi en tout cas, je l'ai vécu comme mon plus gros échec. Après, j'ai eu plein de petits échecs, plus ou moins gros. Mais le principal, ça a été celui-là. Et ça a eu pas mal de conséquences, on va dire, sur, encore une fois, la personne que je suis aujourd'hui et ma mentalité et ma manière de voir les choses. Donc voilà, je dirais que c'est une question qui est tellement large qu'en vrai, je pourrais passer 10 minutes dessus, comme je pourrais passer 30 secondes. Mais ouais, globalement, voilà, je dirais que c'est le plus gros échec. Après, pour la présentation rapide, je m'appelle Yovan. J'ai 23 ans, je suis étudiant en master 2 de droit. Je suis en parallèle en alternance au sein d'une grosse compagnie d'assurance dont je tairai le nom. Mais voilà, 7e assureur mondial. Mais bon, pour des questions, encore une fois, Ridwan sait de quoi je parle. Je vais pas développer plus. Et en parallèle, je suis président de l'association Équipage Solidaire, cofondateur de l'association et fondateur de la plateforme Delivered et de la boutique Drest. Et en même temps, créateur de contenu, du coup, comme tu le disais, parce que je partage un peu toutes ces activités au quotidien. Ok, donc entrepreneur, influenceur, et c'est quoi le troisième terme? Il n'y avait pas un troisième terme pour te décrire? Ah si, t'as lu l'article, ouais. C'était quoi? C'était entrepreneur, étudiant et influenceur. Ouais, exactement. C'est ce qu'elle disait. Rien que ça. Et attends, du coup, si on revient rapidement sur ton plus gros échec, ouais. Tu dis que du coup, tu as déçu tes parents sur quel point? Alors, j'ai déçu mes parents parce que, je pense, du coup, ça rentre dans la présentation, on va dire. Moi, j'ai grandi à Montreuil, en banlieue parisienne. Et en fait, j'ai toujours eu des facilités à l'école. Et du coup, quand j'étais au collège, j'avais des facilités. C'est une ZEP, en fait, une zone classée ZEP. Donc, le niveau, il est quand même relativement bas. Et comme j'ai pris mes aises à l'école, en gros, j'ai commencé à faire des choses à côté qui n'étaient pas forcément, sur lesquelles je préfère pas m'étaler. Et de là, à un moment, ça s'est su, forcément. Et c'est là que mes parents ils l'ont su, qu'ils ont été déçus. Petit disclaimer pour que ce soit plus clair, Yovan il parle ici de vol. Je vous relaisse, bonne écoute. Il n'y a pas eu de répercussions, on va dire d'un point de vue légal, etc. Mais malgré tout, ils étaient au courant. Je sais que j'ai beaucoup déçu mon père en particulier. Et derrière, sur ma manière de penser, de voir les choses, ça m'a beaucoup fait évoluer. Et de là, ils m'ont mis à Paris déjà. J'ai plus été, quand j'ai fini ma période de collège, je suis rentré à Paris au lycée. De là, j'ai vu le niveau, la différence de niveau. Franchement, c'est incroyable. Enfin, dans le sens où nous, il y avait, par exemple, des fois des professeurs qui étaient absents pendant un mois, ils n'étaient pas remplacés. C'est-à-dire que pendant un mois,
t'avais pas un cours de quelque chose. Ça te fait un trou dans le planning, enfin dans le programme, c'est énorme. À Paris, les profs, ils étaient absents le matin, on l'apprenait, 2 heures après, il y avait un remplaçant. Pareil, sur le niveau même des élèves, en général, c'était impressionnant. C'est le jour et la nuit, ouais. Ah, le jour et la nuit, ouais, vraiment. Je vois très bien ce que tu veux dire. Moi, c'était pareil, moi je suis arrivé à Paris au collège. Ouais. Et avant, j'étais en banlieue parisienne. Ouais. Et quand je suis arrivé à Paris, j'ai vu un écart de fou. Et j'ai l'impression que c'était 2 mondes différents. Ah, mais vraiment. Je vois très bien. C'est 2 mondes différents. Mais même sur le niveau de culture, en fait, quand nous, on sortait, à l'époque du collège, tu finis les cours, tac, tu poses ton sac chez toi, tu fais même pas tes devoirs, tu sors, tu traînes, etc. Tu rentres le soir, tu manges, tu vas dormir. Eux, ils rentraient, ils lisaient, par exemple. En fait, il y a pas le même rapport à la culture, à tout est totalement différent. Et en fait, le climat, ça joue beaucoup aussi sur l'éducation, on va dire, et la manière de penser d'un enfant. Donc, en vrai, j'ai passé des années qui étaient terribles, hein. Franchement, au collège, encore une fois, c'était incroyable. Tu sors, t'as tout le monde. C'est là que j'ai rencontré Ridwan à l'époque. Tous mes potes d'enfance, les potes que j'ai actuellement, c'est que des amitiés de plus de 10 ans. Ça veut dire que je les ai tous rencontrés au collège ou avant le collège. Et vu que j'ai grandi toujours dans le même quartier, près de la même cité, etc., en fait, au final, tu te rends compte que tu grandis avec les mêmes personnes. Et ça, je pense, c'est une force de ouf. Mais en même temps, tu peux tourner, tu vois, je voyais des potes à moi, justement, au collège. Moi, j'avais des bonnes notes. Donc, c'est-à-dire que mes parents, ils n'étaient pas sur mon dos. Donc, je pouvais sortir, etc. Ils me laissaient tranquille. Et tu vois des potes à toi qui font rentrer des sommes. Tu vois même eux, ils te ramènent des trucs que leurs grands frères, ils font. Ils te montrent. Tu vois, c'est un truc de ouf. Ça veut dire que même moi, en vrai, je pourrais avoir accès à ça. Et tu commences au début, tu commences avec un petit truc. Puis ensuite, plus. Puis en fait, c'est le propre de l'être humain. Tu vois, il veut toujours plus. Donc, tu as accès à quelque chose, c'est facilité. Tu vois, tu fais de l'argent. Puis avec l'argent, après, tu fais ce que tu veux, tu vois. Donc à partir de là, ouais, tu peux très rapidement flancher. Et Dieu merci, moi, mes parents, ils ont quand même été sur mon dos. Donc, ça veut dire qu'au bout d'un moment, ça finit par savoir. Et derrière, il y a des mesures qui sont prises. Mais pour d'autres personnes, il y aura pas ça, tu vois. Il y a pas ce suivi-là. Donc, en fait, très vite, tu peux flancher, partir de l'autre côté. Puis après, une fois qu'il n'y a pas de suivi, tu vois, les parents, ils rentrent tard. Parfois, ils bossent jusqu'à 3 heures. Ils sont en horaire décalé. On peut même pas les blâmer, tu vois. On peut même pas leur en vouloir. Ils bossent pour subvenir aux besoins de la famille. Mais toi, derrière, si l'enfant, il a pas de suivi, pas de grand frère, pas de machin, très vite, il peut flancher. Donc, ouais, il y avait une grosse différence de niveau. Carrément. Et est-ce que ce qui t'a aussi frappé, c'est... moi, un truc qui m'a toujours frappé entre la banlieue et Paris, ouais, c'est les rêves que les gens ont et comment les gens se projettent. Alors, exemple tout simple, à Paris, quand tu es au collège-lycée, si tu demandes à n'importe quel enfant ce qu'il veut faire, il va te dire « moi, je vais être avocat, je vais être docteur, etc. » Ah ouais. En banlieue, quand on demande ce que tu veux faire, t'as pas du tout les mêmes ambitions. Tu veux ouvrir un salon de coiffure, ouais, tu veux devenir pompier. Et ouais, ça, déjà, le fait de le conscientiser, ça fait une énorme différence sur la trajectoire que tu vas prendre. Ouais, si, c'est vrai. Parce qu'en fait, du coup, c'est une différence d'ambition, en fait, finalement. Vu que, encore une fois, à Paris, ça dépend encore une fois des quartiers, etc. Mais globalement, pour vivre à Paris, déjà, il faut un bon salaire. Donc, encore une fois, ça dépend des quartiers. Mais c'est-à-dire que les parents, ils vont déjà avoir des professions, ils vont être cadres supérieurs, ils vont avoir une autre perspective, en fait. Donc, l'enfant, toute son enfance, il va voir ses parents rentrer truc, il va voir ses parents costards, il va voir ses parents travailler sur tel sujet, aborder tel sujet à table, etc. Donc forcément, ça met dans une ambiance, on va dire, qui est totalement différente. Donc effectivement, après, il y a toujours ce mythe de ouais, avocat. Je sais que moi, parmi les potes que j'avais, on était plusieurs à dire ouais, on veut être avocat, machin. Donc je pense qu'il y a des métiers, des impondérables, on va dire des incontournables qui reviennent. Mais effectivement, rien que dans l'ambition, ouais, ça change, mais énormément. C'est-à-dire que nous, on pense pas forcément, on va plus penser BTS, on va plus penser à des domaines d'études qui sont loin de la fac, on va dire, en tout cas, qui sont pas prépa, par exemple, c'est inconcevable. On sait même pas ce que c'est qu'une classe préparatoire. Quand on est au collège ou au lycée en banlieue, c'est un truc de ouf quand même quand il pense. C'est la filière privilégiée pour machin. Et pour autant, nous, on n'a même pas accès à l'information. C'est-à-dire que les conseillers d'orientation, ils nous parlent même pas de la prépa. Ils nous parlent de, ouais, la fac, t'es sûr, parce que, encore une fois, j'ai pas envie de blâmer les conseillers d'orientation ou quoi. Je pense qu'il y a des lacunes à ce niveau-là, mais la fac, t'es sûr, faut être en autonomie, c'est compliqué. Peut-être oriente-toi plus vers ça, ou peut-être, ouais, un CAP, ou peut-être un bac pro ou machin. En vrai, encore une fois, je pense qu'on a tous les capacités. Après, il y a peut-être des personnes qui ont des facilités, mais du moment où tu travailles, tu peux accéder à des filières plus prestigieuses. C'est juste qu'on n'a même pas connaissance de ça. Et Dieu merci, moi, encore une fois, mes parents, ils étaient sur mon dos, ils avaient accès à ça. Mon père, il s'est beaucoup renseigné et il m'a dit, faut que tu ailles en classe prépa. Et moi, j'étais en mode, ouais, pas vraiment, tu vois, j'ai pas trop envie de machin. Il m'a dit, c'est soit tu vas en classe prépa, soit tu pars. Tu vois, tu choisis. Maintenant, moi, je t'ai dit, tu vas aller en classe prépa. C'est même pas toi qui choisis, c'est moi, je vais choisir pour toi, tu vas en classe prépa. Du coup, je suis allé en classe prépa et Dieu merci, mais c'était Dieu merci à mon père de m'avoir forcé à aller en prépa et mes parents en général, parce que ça a été pour moi, dans ma vie personnelle, dans ma manière de réfléchir, etc., ça a tout changé. Vraiment, la prépa, j'ai souffert pendant 3 ans parce que j'ai cubé, mais derrière, je suis ressorti, c'était le jour et la nuit, vraiment.
Et comme quoi, finalement, l'entourage, c'est essentiel pour qui tu deviens. Ouais, oui, ça joue énormément. Ouais, carrément. Je pense que si mes parents n'avaient pas été sur mon dos une fois de plus, je dois tout aujourd'hui à mes parents. Parce que c'est dans la manière de penser, dans ce qu'ils ont fait pour moi. En vrai, sans eux, tu vois, j'en serais pas là où j'en suis. Donc, ouais, franchement, ça joue énormément. Et j'ai lu aussi quelque part que normalement tu devais naître en Serbie et que t'es né en France. Est-ce que tu peux donner plus de détails là-dessus et bien dire renseigné. aussi à quel point est-ce que cette information-là, elle a eu un impact sur la manière dont tu vois les choses ou tu vois la vie? C'est intéressant. Alors, pour la petite histoire, du coup, mes parents se sont rencontrés sur un chantier humanitaire en Serbie. Et à l'époque, on est en 99 et c'est là où la guerre éclate. Du coup, les premiers bombardements. Et donc, moi, je devais naître dans un hôpital. Enfin, mes parents étaient en Serbie à l'époque. Je devais naître dans un hôpital, sauf que l'hôpital, c'était un hôpital pour prématurés et qu'il avait été bombardé. Et du coup, ma mère n'a pas pu accoucher là-bas. Donc, ils ont pris l'avion en urgence. Ils sont partis en France. Et du coup, ma mère a accouché en France. Donc, mes parents sont restés en France. En fait, mon père était déjà français. Enfin, il était parti là-bas pour le chantier. C'est là-bas qu'il a rencontré ma mère. Du coup, ma mère l'a suivi. Et je pense que ça a beaucoup joué. En fait, l'information de savoir où est-ce que j'allais naître, en vrai, je me suis dit, ouais, c'est dramatique qu'on est dans les années 2000. Il y a des bombardements. Après, je vais pas m'étaler sur le pourquoi du comment de la guerre en Serbie, en ex-Yougoslavie. Mais voilà, pour dire que ça a des impacts réels et que quand on tire un obus à je sais pas combien de kilomètres en hauteur, un avion ça a des répercussions concrètes. Ça, oui, on le sait, de toute façon, c'est la guerre, c'est dramatique. Après, le fait de ce que mes parents me racontent, etc., c'est vrai que ça a encore plus d'impact. Mais je pense que surtout, le fait d'avoir... Alors là, on part encore sur un autre débat, mais le fait d'avoir des parents d'origine différente, je trouve ça incroyable. D'avoir une pluralité dans la culture, je trouve ça fou. Et je pense que ça a joué aussi parce que voilà, j'ai eu l'éducation de mon père, l'éducation de ma mère. Et les deux m'ont apporté énormément de chacun de leur point de vue. Mais je pense que ouais, ça a beaucoup joué aussi dans ce que je suis devenu aujourd'hui. Et t'as dit que tes parents se sont rencontrés sur un chantier humanitaire. Ouais. Et donc ça, je suppose que ça a une influence énorme ouais. Sur ce que tu fais aujourd'hui. Je pense que ouais, ça en dit long aussi sur l'état d'esprit de mes parents. Et ils ont toujours été beaucoup dans le social. Après, social dans tout ce que ça englobe, pas forcément engagé dans une asso en tant que bénévole, mais aider les autres au maximum. Donc ça peut être encore une fois dans une structure, mais même indépendamment de la structure. Moi, je sais que mon père, son quotidien, c'est d'aider. Donc, encore une fois, je préfère pas m'étaler sur ce qu'elle est son métier, etc. Mais il aide énormément dans sa vie quotidienne. Il trouve beaucoup de sens, en fait, dans ce qu'il fait. Ma mère, pareil. Et ma mère, pour la petite anecdote, encore une fois, que je raconte souvent, mais quand elle est arrivée, du coup, en France, mon père lui donnait de l'argent pour elle allait à ses cours de français. Mon père lui donnait de l'argent pour qu'elle se nourrisse. Et elle donnait, moi, j'étais avec elle, et elle donnait à chaque fois, enfin, je me rappelle plus, on me racontait, tu vois, mais sur 10 euros, par exemple, elle pouvait donner 5 euros en billets ou en pièces à des personnes sans abri dans les rues. Et elle me disait toujours, donne quand tu as, parce que tu seras bien content le jour où tu n'auras pas, que les personnes puissent te donner en retour. Et du coup, elle donnait énormément. Et mon père, quand il après ça, il disait, en vrai, c'est bien de donner, etc. Mais là, carrément, des fois, tu manges même pas, tu vois, ou tu vas manger un truc, machin. Il faut d'abord que tu manges et après, machin. Mais ouais, je pense que ça a beaucoup joué, du coup, dans mon éducation en général, tu vois, le fait de voir beaucoup mes parents donner, derrière, forcément, inconsciemment, je me dis, moi aussi, il faut que je donne. Et du coup, quand tu étais petit, tu voulais faire quoi? Quand j'étais petit... En vrai, j'ai fait tellement de trucs. Franchement, je sais pas. Genre, j'avais pas d'idée précise je veux pas dire, ouais, je voulais être astronaute autre, parce que pas du tout. Je voulais absolument pas être astronaute, ni avocat, ni machin. J'avais pas d'idée. Franchement, j'étais juste. De toute façon, on rêve pas d'être astronaute. Ouais, y a pas de. C'est un peu limite, les garçons, tu vois, ils veulent devenir astronaute. Non, franchement, j'avais pas d'idée précise de ce que je voulais faire. J'ai toujours été touche à tout. Je me rappelle à l'époque, j'avais fait à 13 ans, j'avais un compte Twitter, je faisais des concours, et j'avais fait un site qui s'appelait Mystery Box, où en gros, j'achetais des jeux. Alors c'est pas un truc dont en vrai c'est pas une fierté, mais j'ai acheté des jeux, tu vois, sur les trucs attends, c'est quoi déjà le nom Instant Gaming. Okay. J'ai acheté des sites sur des jeux sur Instant Gaming, genre des jeux pas chers, et ensuite je faisais des box, des mystery box, je les faisais payer 4,99 et je disais que tu pouvais avoir un jeu d'une valeur au moins équivalente à le prix de la box, donc 4,99, et au maximum genre un jeu à 80 €. Et du coup sur 100 box que je vendais, genre je mettais 2 jeux à 80 €, et tous les autres jeux c'était des jeux que moi j'avais en promotion, donc je les achetais en promo et après je les revendais des trucs. Donc ça veut dire que les gens étaient forcément gagnants. Tout le marketing du site, il était sur vous êtes forcément gagnant parce que vous allez récupérer un jeu qui vaut plus que le prix de la box, mais en même temps moi, les jeux, je les achetais en promo. Et du coup, eux, s'ils allaient sur Instant Gaming, ils pouvaient aussi les avoir en promo. Sauf que vu que le site, il était pas trop connu, du coup, j'avais vendu je sais pas combien de box. Et j'avais reçu un courrier d'avocat qui disait, on est tombé sur votre site, etc. Vous payez pas la TVA. Donc, si vous vous mettez pas en règle ou vous supprimez pas votre site, on envoie les huissiers chez vous. Et mon père, il avait vu ça, il m'avait détruit. Si je te dis, il m'a détruit, il est rentré, il m'a montré le courrier, il a dit, c'est quoi ça? Il dit, ouais, vas-y, c'est un petit truc, tout. Il m'a dit, je veux même pas, tais-toi.
supprime le site tout de suite, supprime tes conneries. Moi, je reçois des lettres d'huissier chez moi. Je me lève le matin, je travaille pour que toi, tu me ramènes. Il m'a dit supprime. Depuis, j'ai supprimé. Mais ouais, j'ai toujours fait plein de trucs à droite à gauche. T'avais quel âge quand tu faisais ça? Ça, j'avais 13 ans, gros. Ok. Et quand j'en parle aujourd'hui à Adam, il me dit, mais est-ce que tu te rends compte que quand même, à 13 ans, moi, je jouais à Call of, je faisais rien. Toi, t'as créé un site. Quand il dit ça, il m'insulte. Il me dit, espèce de bâtard, t'as créé un site où tu faisais du marketing. Il m'a dit, mais gros, faut être matrixé quand même pour faire ça à 13 ans. Et ouais, j'avais fait ça et j'ai fait plein d'autres trucs. Voilà, j'ai commencé les vidéos YouTube aussi à l'époque. Je faisais des vidéos de Lego, j'ai fait de la magie. J'ai fait un tas de vidéos de magie. J'ai des vidéos sur YouTube actuellement qui ont plus de 1 million de vues sur des tours de magie où j'explique les tours de magie. Et ça, à l'époque, je vendais ces vidéos-là à une autre chaîne qui les monétisait. Et moi, je récupérais, genre, sur une vidéo, j'ai récupéré 25 €, j'étais tout content. Mais eux, ils faisaient je sais pas combien d'argent sur mon dos. Mais je savais pas, tu vois. Mais ouais, j'ai toujours fait plein de trucs. En fait, depuis que t'es petit, t'as cet instinct entrepreneurial. Ouais, franchement, ouais. Je dirais, même si de base, j'aime pas trop le terme entrepreneur, machin et tout, mais avec le temps, maintenant, en vrai, oui, c'est ça, c'est entreprendre des choses. Donc ouais, j'ai toujours eu ce truc où je voulais créer, faire plein de choses, ouais, carrément. Ok, et donc t'arrives à Paris, t'es au lycée, énorme décalage, tu décides de faire une prépa, D1, ouais. C'est ça? C'est ça. Et il me semble aussi que tu documentais tes journées en prépa sur YouTube. Exactement. À l'époque, je rentre en prépa. Et en fait, je me dis quoi? Avant même le premier jour de la rentrée, je me dis, j'avais toujours j'ai eu plein de chaînes YouTube. Ah, mais ça, oh là là. J'ai eu tellement de chaînes YouTube. Mais vraiment, j'ai eu genre, peut-être, quand je te dis 7 ou 8 chaînes, c'est 7 ou 8 chaînes où il y avait du contenu. Et c'était du contenu. Pour aujourd'hui, je le regarde avec du recul, je me dis, ouais, c'est du contenu à l'époque. J'avais 15 ans, truc, mais pour l'époque, il y avait du montage. C'est-à-dire que dès le début, dès mes 15 ans, je télécharge le logiciel de montage, j'ai mon ordi, donc avec tout l'argent que j'avais gagné avec le truc, j'investis dans un ordi, et avec l'ordi, je commence à me former. C'est-à-dire Photoshop, Sony Vegas, à l'époque, j'utilisais Sony Vegas Pro 12, et je suis là, je fais du montage, etc. Je fais plein de chaînes YouTube avec plein de potes de mon quartier. Et à un moment, je rentre en prépa et je me dis, bon, là, je sais que j'aurai plus le temps pour ça. Déjà, à l'époque, quand j'étais à Paris, j'avais un peu ralenti, j'avais plus qu'une chaîne avec Adam, on faisait un peu du contenu à droite à gauche, mais globalement j'avais quasiment arrêté YouTube parce qu'avec la prépa c'était impossible. Et j'arrive en prépa et avec le lycée, avec le décalage et tout, c'était impossible, mais j'arrive en prépa, je me dis let's go, là c'est bon, je reprends une chaîne et je vais faire une chaîne pour la première fois solo. C'est-à-dire que tous les soirs je vais rentrer et je vais faire une vidéo de 10 minutes, 5-10 minutes où j'explique juste ma journée. Donc en gros, je vais pas me casser la tête à faire du montage, des machins et tout. Juste je me pose, j'allume le téléphone et voilà les gars, aujourd'hui j'ai fait ça, j'ai appris ça, c'était intéressant pour ça, machin. Je me suis dit franchement un format chill. Donc je commence au début comme tout, hein, tu commences, tu fais aucune vue. C'est-à-dire que vraiment je faisais 30 vues par vidéo, j'avais partagé que à mes potes. Et de fil en aiguille, il y a des gens qui me découvrent que je connais pas. Et en vrai, la sensation, tu vois, la première fois que je reçois un commentaire d'une personne qui ne connaît pas, je me dis, ah ouais, c'est-à-dire là, il y a une autre personne qui a vu, putain, c'est pas une personne que même je lui demande, tu vois, ouais, t'es sûr, on se connaît pas, machin. Mais c'est un truc de ouf. Il y a une autre personne qui vient de je sais pas quelle ville qui regarde la vidéo. Et de là, petit à petit, ça commence à monter, tu vois, j'arrive à être assez régulier. Et j'atteins, je sais plus, je crois, j'étais à 1000, 2000, 3000 abonnés. Et c'est là que j'ai lancé l'association en me disant, voilà, en vrai, là, j'ai 3000 personnes qui me suivent. Et j'ai des commentaires régulièrement et tout. Franchement, en vrai, c'est lourd, ça fait plaisir. Mais comment faire pour briser le truc de juste du virtuel? Et il faut savoir que j'ai rencontré du coup Isma, qui est le cofondateur, grâce à YouTube. Là, c'était un abonné. Non. Lui, il vivait en Guyane. Et il m'envoie un message à l'époque, je répondais à tous les commentaires et tout. Parce que voilà, il n'y avait pas trop de commentaires. Et on avait toute une discussion, etc. Et il me dit, ouais, j'aime trop ton parcours et tout. Est-ce que tu peux me parler un peu plus de la prépa D1 parce que j'aimerais bien faire ça. Et il était jamais venu en métropole. Vraiment, il avait jamais mis les pieds à Paris. Et voilà, le décalage entre Paris et la Guyane, en vrai, c'est un truc de ouf. Et du coup, de fil en aiguille, on parle. Et je lui dis, franchement, viens. En vrai, t'as rien à perdre. La prépa D1, c'est incroyable, c'est trop formateur. Il vient en France, on s'entend archi bien, on devient un pote de ouf. Et c'est là qu'à un moment, je lui dis, bah écoute, moi, j'ai toujours voulu faire une asso, etc. Est-ce que t'es chaud, on crée une asso? Il me dit, let's go. Et en plus, la signification du truc, on s'est rencontrés sur YouTube, on crée l'asso, on engage des gens, truc. C'était, la symbolique a été forte. Donc voilà, comme ça est né Équipage Solidaire. C'est énorme. Et en fait, je veux juste rajouter un truc, c'est que il y a beaucoup sur plein de sujets, quand on regarde des personnalités ou je sais pas, des artistes ou autres qui ont une forme de réussite dans un domaine, on a souvent tendance à oublier que finalement c'est quelque chose qui vient d'il y a très très longtemps. Ouais. Dans le sens où tu vois, par exemple, aujourd'hui là t'as Drest, t'as Delivered, et en fait quand t'étais petit tu faisais déjà des sites où tu revendais des choses, donc tu avais déjà cette approche entrepreneuriale qui venait d'il y a très longtemps. Pareil pour les vidéos, aujourd'hui t'es suivi par plusieurs personnes et en fait tu faisais déjà des vidéos sur YouTube quand t'étais en prépa, quand t'étais au lycée, et en fait tout ce que t'as aujourd'hui c'est vraiment l'accomplissement d'un travail qui a été fait sur plusieurs années. Et les gens en général, tu vois, ils s'en rendent pas forcément compte. Non mais c'est grave réel. Et en fait quand t'en prends conscience, et moi j'ai pris conscience de ça il y a pas très longtemps, au lycée et au collège je faisais beaucoup de vidéos. Je faisais, je sais pas si tu vois ce que c'est les AMV. Les quoi? AMV, Animation Music Video. Non. En gros c'est par exemple tu fais des vidéos tu prends des vidéos de manga. Ouais.
sur 3 minutes, tu mets une musique derrière et tu vas faire plein d'effets visuels. Il faut que la vidéo elle soit calée sur la musique et tu fais des trucs très visuels, très beaux et tout. Ouais, je vois, la lame elle se dégaine, il y a un truc bleu et c'est tout. ça, exactement. Si, je vois, il y a ça sur TikTok maintenant. Voilà, tu vois, et du coup, moi, j'ai réalisé ça, je me dis, mais en fait, des vidéos, ça fait, je sais pas, ça fait 10-15 ans que j'en fais. Quand j'étais à la fac, j'étais à l'association vidéo de la fac. Donc il y a un background derrière. Il y a un background derrière. Et bon, quand tu regardes beaucoup de gens dans leur domaine, quand il y a une forme de réussite, tu te rends compte qu'en fait, ça vient d'il y a longtemps. Et juste, tu le matérialisais pas comme ça avant. Non, mais c'est ce que tu dis, c'est super vrai. Parce qu'encore une fois, on voit que la face immergée de l'iceberg quand effectivement la personne elle a réussi, mais on voit pas tout le travail. Enfin, en fait, c'est une fibre en vrai. J'ai envie de te dire, c'est dans la continuité, tu peux pas t'improviser. Si t'aimes pas faire du montage vidéo, tu vas pas devenir monteur vidéo. Si par contre t'aimes bien faire du montage ou si t'aimes bien faire de la musique, en fait, tu vas faire de la musique. C'est très rare. Après, il y en a par exemple MHD. En vrai, alors après, je connais pas, tu vois, le passé, on en parlait récemment avec Ridwan. Je sais pas s'il y a eu réellement un passé musical ou s'il faisait vraiment de la musique avant. De ce qu'il disait, c'est que depuis qu'il est petit, bon, il écoutait de la musique, mais ça, limite, je vais me dire comme tout le monde. Mais que chez lui, il y a toujours eu cette culture musicale. Et donc, finalement, l'afro-trap, lui, il écoutait beaucoup de musique, je sais plus de quelle origine il est, origine congolaise sûrement. Je sais pas du tout, je crois, il me semble, qu'il écoutait toujours ça. En même temps, il a toujours écouté du rap et qu'en fait, il a fait la fusion des deux naturellement. Mais en fait, ça fait 10 piges qu'il écoute les deux styles de musique, tu vois. Mais je sais pas si réellement, genre, il écrivait déjà avant ou si parce que lui, pour le coup, il a pété très vite. Il a pété très vite, mais il me semble qu'il écrivait avant. Il me semble qu'il écrivait, mais voilà, en vrai, en tout cas, j'allais dire, c'est l'exception qui confirme la règle. Mais effectivement, il y a très peu de personnes qui réussissent d'un coup dans un domaine sans avoir essuyé derrière énormément d'échecs. Et c'est vrai ce que tu dis. Là, tu me le dis maintenant. C'est même moi, là, je me rends compte maintenant, pendant que tu me le dis. Parce que j'avoue, j'ai même pas fait le lien entre le fait que, effectivement, à 13 ans, je faisais des sites, j'avais déjà des trucs. Ouais, c'est totalement réel. Et juste pour rebondir sur MHD, il me semble que MHD, avant de faire de l'afro-trap, il faisait du rap classique. C'est juste que un jour, il a commencé à faire de l'afro-trap. Tu sais, la série de freestyle, ouais. Ouais, et ça a explosé comme ça, alors qu'en fait, normalement, il faisait déjà du rap, mais du rap classique, tu vois. D'accord, ok. Très fort MHD, hein. Je le place quand même, mais très très fort. Et donc, du coup, après tout ça, donc t'as ta communauté YouTube, tu décides de monter une asso, mais pourquoi ? Alors, très bonne question. En fait, j'avais déjà un engagement associatif en parallèle, comme je le répète souvent. En fait, j'étais engagé chez Utopia 56 pour aider dans le centre primo-arrivant, les migrants. Donc, je faisais de la distribution de vêtements, distribution alimentaire, etc. Et j'avais aussi un engagement Secours Populaire où je faisais des maraudes. Donc là, c'était beaucoup plus ponctuel, mais Gare du Nord, on se posait, on avait un petit stand et on distribuait du café, des croissants. De là, quand je suis arrivé en prépa, j'ai dû mettre ça en pause. Ça, je le faisais au lycée. Et en fait, j'aime trop donner, j'aime trop me sentir utile. En fait, ça, c'est un truc, quand tu le fais, déjà rien que aider une personne à porter la poussette dans les escaliers, moi, c'est un truc, ça me fait kiffer. J'ai trop envie, en fait, j'analyse mon environnement pour savoir comment je peux aider les autres. Moi, je veux dire, le boug, il est matrixé, mais vraiment, quand j'arrive dans un endroit, je me dis, ok, qui est en difficulté pour que je puisse lui apporter un truc. Je me sens utile, en fait, quand j'aide quelqu'un. Et donc, au lycée, j'ai dû mettre, en prépa, j'ai dû mettre tout ça en pause et arriver à peu près, parce que je l'ai pas dit, mais quand je suis arrivé en prépa, grosse claque, mais pire que le lycée. C'est-à-dire que là, je me rends compte qu'à la pause, ça parle politique. Et moi, en politique, à l'époque, j'y connaissais rien. Je connaissais même pas. C'est l'exemple que je donne parce qu'il m'a foudroyé. Je connaissais pas les dates de la guerre en Irak. Des trucs comme ça, des trucs tout bêtes, tu vois. Et quand j'arrive en prépa, ça parle de ça à la pause et tout. Et moi, je me dis, mais en vrai, je suis pas plus débile qu'eux, tu vois. C'est juste qu'en fait, j'ai pas eu accès à tout ça, que j'ai pas forcément spontanément eu l'occasion de m'y intéresser. Mais si demain je m'y intéresse, je sais que je vais l'apprendre. Donc, je me faisais en rentrant des fiches Wikipédia pour te dire comment j'étais matrixé. Je me disais, moi aussi, je vais savoir ce qui s'est passé à telle époque. Je vais refaire l'histoire de France, machin. Et donc, première année, j'ai du mal de fou. C'est-à-dire que vraiment, je déprime comme quand j'étais arrivé au lycée. Je travaille, mais je vois que ça suit pas. J'avais un prof, Monsieur Dalem. Ça, je doute qu'il ne passe par là, mais si vous passez par là, Monsieur Dalem, qui m'a beaucoup soutenu. Franchement, il m'a poussé de fou. Il voyait un potentiel et me disait, franchement, continuez, accrochez-vous. Et merci beaucoup à lui. Et du coup, voilà. De là, première année, j'ai du mal. Deuxième année, j'ai un peu plus de facilité. Et je me dis, en vrai, je peux recommencer un peu des activités annexes que j'avais à côté. En prépa. Donc, en prépa, ouais, toujours. Et donc c'est là que me vient l'idée de l'équipage solidaire. Donc, j'en parle à Isma. Et vraiment, toujours dans cette optique juste d'allier YouTube
et en même temps le fait de me sentir utile. Parce que YouTube, je me sentais utile dans la mesure où je faisais beaucoup de vidéos sur mon quotidien, sur la prépa. Donc j'expliquais beaucoup de choses aux gens, je partageais mes cours avant même l'existence de l'asso. J'avais déjà fait un drive où je m'étais cassé la tête à mettre tous mes cours, à les trier, à enlever les noms, les machins, juste pour partager, pour donner. Parce qu'en fait, la force que je recevais sur mes vidéos, t'as vu, quand je faisais une vidéo, je voyais j'avais plus de 1000 personnes qui likaient la vidéo. Je me disais, ouais, c'est un truc de ouf. Il y a 1000 personnes là, tu les réunis, elles ont fait l'effort de liker ou de mettre un commentaire ou de machin. Moi, je devenais fou. Et je me disais, comment je peux leur rendre ça? Donc j'avais fait ça. Ensuite, j'ai fait l'asso. Et ensuite, j'ai commencé à faire des vidéos que sur l'asso finalement. Des vlogs en fait sur l'asso. Donc voilà, c'est comme ça que c'est né un petit peu l'équipage solidaire. Et donc l'équipage solidaire, c'est quoi? C'est une association qui vient en aide aux étudiants. On a beaucoup retravaillé la raison d'être, mais c'est une association qui vient en aide aux étudiants et qui est là pour favoriser le bien-être personnel et professionnel des jeunes. Donc en fait, nous, on crée Équipage Solidaire. Au début, c'est pas du tout pour les étudiants. On fait vraiment des maraudes à destination des sans-abri. Et derrière, on a la crise du Covid qui arrive. Et là, en fait, moi, je pense outils numériques. En vrai, déjà, c'est dans l'optique qu'il faut innover. Il y a d'autres assos qui font des maraudes. J'étais dans une asso qui fait des maraudes. Ils font ça mieux que nous. Donc, à la rigueur, plutôt que de créer une asso pour faire des maraudes, autant les rejoindre. Donc, OK, on a créé l'asso, c'est bien. Je peux laisser libre cours à mes idées. Mais justement, je l'ai fait pour ça. Donc, on va innover. Je pense outils numériques. Je pense crise du Covid. Et je me dis, en vrai, on va créer un Uber Eats gratuit et solidaire. Genre vraiment, on va récupérer des invendus parce qu'il y a beaucoup de gaspillage alimentaire. On va faire des kits et on va faire une application. À l'époque, il n'y avait rien. Mais moi, j'étais dans ma tête, je commençais à faire des plans, des machins. On va faire une application. Il y a des gens après le boulot, ils vont aller récupérer des invendus, ils vont les livrer. En fait, ça paraissait tout simple. Hein. Encore une fois, j'ai fait un réel, celui qui a le mieux marché sur mon truc, où j'explique que dans ma tête, le truc, il est tout simple. Genre, c'est pas un truc de fou. L'idée, en fait, de base, elle est pas folle, tu vois. C'est comme Uber, hein, finalement. Uber Eats, c'est très simple Exactement. à penser et à imaginer. Mais après, c'est des idées, voilà, c'est comment on le met en place concrètement. Ouais. Et de là, je contacte, j'en parle aux gens de l'asso. Les gens de l'asso, tous réticents. C'est-à-dire, le mieux que j'ai pu avoir, c'est Isma et Adam qui est en mode, vas-y, on le fait, tu vois. Mais c'est rien de, juste vas-y, let's go, on le suit, tu vois. Et les autres de l'asso, c'est plus en mode, non, en vrai, c'est mieux les maraudes et tout. Ouais, on n'est pas trop chaud, tu vois. C'est-à-dire que vraiment, j'ai eu juste Isma, Adam et Cyrine. Et Isma, Adam, ils étaient en mode juste on te suit, mais vas-y, fais les choses et on te suit. Et Cyrine, elle m'a dit non, franchement, le projet, il est lourd, etc. Tu sais quoi, moi, je vais en parler à mon frère, il est développeur. Il peut nous faire un premier site vitrine vraiment tout basique, mais juste pour lancer la plateforme. De là, du coup, on lance la plateforme. Moi, je fais une vidéo sur Twitter. En fait, j'étais matrixé, j'avais fait un plan de com de fou malade. C'est-à-dire que vraiment, si je te dis que je savais à quelle heure je devais poster telle story, j'avais fait un plan de com sur 2 semaines, dès la sortie du site, où je savais quel post je mettais, quel jour, quelle story, quel format, quelle photo. Vraiment, j'avais tout planifié. J'ai encore les trucs sur mon tableau dans ma chambre, je les ai jamais effacés, mais j'avais tout fait. Et donc, je mets la première vidéo Twitter, et dès la première vidéo, ça explose. C'est-à-dire que dès la première vidéo, je fais, je crois, 4000 RT, 4000 fav, 300 000 vues. Donc, en gros, le truc qui pète, je me lève dans la nuit. Moi, je suis matrixé. Je me dis, ouais, truc de ouf. Le machin, il a explosé. On reçoit des demandes de partout. Le site, il a crash carrément. Je dis, ouais, c'est incroyable. Donc, de là, on est contacté par Brut, France 3. Nous, on met en place la Stratcom. On déroule. Donc, on met les stories, on crée le compte. Ça marche archi bien. Et c'est une vidéo de quoi? Il se passe quoi dans la vidéo pour qu'elle pète comme bête, ça? hein. Je dois la voir carrément. Je sais pas si j'ai Twitter. J'ai plus Twitter depuis. Mais vidéo toute bête où j'explique les gars, on a lancé une plateforme. Non, j'ai pas Twitter. On a lancé une plateforme d'aide alimentaire pour les étudiants en situation de précarité. Comment ça marche? Alors après, dans la vidéo, moi je crie, moi je tout le temps dans les vidéos, je donne tellement d'énergie, c'est-à-dire que je suis en mode, les gars, c'est une dinguerie, on a créé une plateforme, tac, on aide les machins, je monte les kits derrière, guettez là, on est en livraison et tout. De là, ça parle directement, parce qu'encore une fois, on est dans le feu de l'action, et je considère qu'il n'y a rien de mieux que de montrer concrètement les coulisses. C'est-à-dire que c'est pour ça que sur mon compte Insta, je montre tout le temps les coulisses. Là, hier soir, j'étais au truc, je montre, les gars, regardez, il y a ça, machin, je suis dans le concret. Je fais pas des stories pour dire, regardez ce qui s'est passé. Non, ça se passe actuellement. Donc, c'est des stories en temps réel. Et donc, voilà, je filme ça, la vidéo, elle prend, on est contacté par Brut, France 3, on déroule le plan de com, Brut, visibilité encore de fou, on prend les premiers locaux. Après, voilà, alors que l'application n'existe toujours pas, du coup. Et rien du tout. L'application, on a mis 1 an à la concevoir. À l'époque où ça sort, le site, il est bancal. Mais si je te dis bancal, c'est juste un formulaire. C'est limite un Google Form. C'est-à-dire que limite, on n'aurait même pas eu besoin de payer un nom de domaine, délivrer.org, machin, etc. J'aurais pas eu à investir de l'argent de ma poche. On aurait pu faire un Google Form. Juste, je me suis dit, pour la forme, c'est peut-être mieux. Tu vois, moi, j'avais fait les logos, etc. J'avais essayé d'avoir un truc un minimum professionnel. Mais voilà, ouais, on arrive, on a juste ce site-là. Par la suite, on a des développeurs qui nous contactent. Ils nous font une refonte du site vitrine, donc nouveau site incroyable. Ensuite, il y a le site équipage solidaire. Enfin, après, voilà, il y a toute l'histoire du machin. Mais au début, les premiers mois, franchement, c'est ghetto. Hein. C'est vraiment, on est dans l'action. Moi, je dis de toute façon, je dis à mes gars, en vrai, autant qu'on commence et on verra par la suite, comme tu disais tout à l'heure, faut se lancer. Et on verra ce qui va pas, etc. Comme pour ce podcast-là. À l'heure où on enregistre ça, les gars,
Il y a rien encore qui est sorti. Mais il est trop prévoyant. Ce mec, il est fou. Il a déjà enregistré plusieurs podcasts et tout. Et il me disait, de toute façon, je me lance et après, je verrai bien. Et c'est vraiment l'optique dans laquelle il faut être. Je suis d'accord avec toi. Je prévois ce podcast parce que j'aurai plus trop le temps en septembre. C'est pour ça. Voilà, mais il est organisé aussi. Voilà, pardon, mais j'avais oublié de dire. Il est fou et en plus, il est organisé. C'est vrai. C'est ce qui. Ouais. Mais dans l'absolu, je voulais lancer le podcast le plus rapidement possible et ensuite voir les retours des gens. Et enfin, dans l'absolu, c'est ce qu'il faut faire. Donc voilà, je donne des conseils que je n'applique pas, mais si, ça va, je trouve. Franchement, si. Là, j'avais pas le choix. Ok, et donc du coup, emballement médiatique. J'ai vu que t'as fait Brut, t'es passé sur Europe 1, TF1, M6, France 3. Enfin vraiment. Ouais, franchement, il y avait pas mal de plateaux. Bah, je disais, il y a un son Nino où il dit on fait la 1, la 2, la 3. Big up à Canal+. Et je disais à Ridon, putain, maintenant je peux chanter ça en mode. C'est vrai, en vrai, on les a tous fait. Tu vois, on a fait Canal+, Mouled Achour, on a fait France 3, TF1, France 2, Brut, Europe 1. Ouais, franchement, on a fait beaucoup de médias. Et tu penses que ça s'explique comment? Parce que comme tu l'as dit, des assos, il en existe plein. Et pourquoi les gens ils vous contactent comme ça? C'est une bonne question. Je pense que c'est sur la manière dont on amène les choses. En fait, on est une génération où on a un rapport aux réseaux sociaux qui est totalement différent des précédentes générations. Et parfois, il y a un clivage très fort en fait entre les personnes des précédentes générations et nous. Et moi, j'ai les réflexes de... J'étais sur les réseaux déjà depuis tout jeune, donc j'ai fait des vidéos sur YouTube, etc. Donc j'ai vraiment ce rapport à l'image. Après, je contrôle vraiment ce que je mets sur les réseaux. Enfin, j'essaye des choses, voilà. Mais j'ai pas de difficulté à filmer mon quotidien et le mettre. Donc je pense que c'est vraiment sur comment on a amené les choses. En fait, nous, l'aspect associatif, c'est pas un truc mortifiant, genre ouais, on est dans la charité, regardez les gars, les pauvres étudiants, on donne pas du tout. Nous, c'est les gars, il y a du gaspillage, il y a des personnes en situation de précarité, venons, on fait un truc dans la bonne humeur, machin, on aide les gens. C'est ça en fait. Et tu regardes dans toutes nos stories, on n'a jamais mis des musiques tristes. Moi, j'ai mis un point d'orgue à ce que j'ai dit au Polcom, vous mettez pas de musique triste, c'est pas triste ce qu'on fait, c'est beau. Oui, il y a de la précarité, mais ça, de toute façon, en tous les cas, il y a plein de choses dramatiques qui se passent. Nous, on apporte une solution à ce problème, dans la joie et la bonne humeur. Mettez-moi du MHD, mettez-moi du Tiakola, mettez-moi du truc qui bouge, tu vois. Et je pense que c'est vraiment ça qui a fait la différence, c'est-à-dire que moi, j'ai porté l'assaut. Aujourd'hui, on a un problème, c'est que l'asso elle est beaucoup rattachée à mon image et on a un plan de transition, etc. pour voilà. Mais j'ai porté l'asso, c'est-à-dire que je filmais tout et les gens étaient transparents de A à Z. On a été refusé par le préfet. L'asso, on l'a créé. Premier truc, refus. Pourquoi? Sur YouTube, refus par rapport à des histoires de sigles. En gros, sur Équipage Solidaire, on avait mis comme sigle ES. ES, c'est une filière au bac. Du coup, ça a été recalé, etc. Premier truc, on se mange une claque. J'aurais même pu te commencer l'échec par ça. Après, c'est un minuscule échec, tu vois, comparé à d'autres, mais on se mange ça et moi je le montre. Le lendemain, il y a une vidéo qui sort, les gars, l'assaut a été recalé. Et c'est pas grave, je sais que c'est un échec. Ça se trouve, même après ça, il n'y aurait jamais eu d'assaut qui aurait été créé. Mais moi, je suis dans une optique de transparence. Je leur montre tout. Donc, quand on a des échecs, aujourd'hui, tu regardes sur l'Insta, les stories que je mets tout, il y a un tas d'échecs. Genre, je le montre, tu vois, je suis transparent avec ça. Il y a un tas de réussites. On fait des gros médias, on fait rentrer des sommes, on aide beaucoup de gens, on travaille dans la joie et la bonne humeur, il n'y a aucun problème. Mais derrière ça, il y a aussi des aspects négatifs. Et moi, je suis grave transparent. Et ça, c'est ça qui a plu, je pense. C'est le fait qu'on voit tout. Il n'y a pas de zone d'ombre dans l'association. Donc, quand on fait les distributions, on montre. Quand on remplit les appels à projets, on montre. Quand on machin. Et je pense que c'est ça qui a attiré aussi les gros médias. C'est que d'un coup, aujourd'hui, on réunit plus de 50 000 abonnés juste sur nos réseaux, juste de l'asso, sans compter mes abonnés à moi. Et ça, en vrai, tu regardes des gros assos, etc. On l'a fait en 1 an et demi, 2 ans, tu vois. Et derrière, c'est gros engouement. On touche les jeunes. Les marques, elles veulent toucher les jeunes. Donc, elles passent par nous, elles utilisent ça. Les médias, ils veulent toucher les jeunes. Et derrière, en fait, ça monte, tu vois, c'est l'effet boule de neige. Donc, il y a un business model derrière ou pas? Il y a un business model qui est complexe de fou. Déjà, il y a une chose, c'est que les gens, ils comprennent pas la différence, beaucoup, entre association et entreprise. Ça fonctionne pareil, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis à la tête d'une structure, j'ai des reportings financiers à faire quasiment chaque semaine, j'ai des comptes à rendre, j'ai eu une enquête du fisc, un audit pendant 5 mois sur comment machin, j'ai des questions RH, de communication, de machin, c'est un truc à temps plein, tu vois. En même temps, quand tu as une structure qui est présente dans 14 villes, tu as tellement de sujets complexe d'un point de vue légal, l'ouverture en Espagne, tout ce que ça impliquait, le management des équipes, les machins, tout ça, en fait, les gens, ils se rendent pas compte du travail qu'il y a derrière. Même ce que je monte en story, c'est rien par rapport à truc. Donc, ça fonctionne comme une entreprise, mais moi, je gagne pas d'argent. Tout ce que je fais avec l'asso, je récupère rien derrière. À la rigueur, j'ai envie de dire, c'est un investissement de long terme parce que je l'ai pas créé pour ça, mais aujourd'hui, ça m'a énormément apporté. J'ai tellement appris avec l'asso parce que, encore une fois, c'est gérer une structure qui fait rentrer des centaines de milliers d'euros, qui embauche bientôt des personnes, qui machin. Donc, j'ai beaucoup appris, mais moi, j'ai rien récupéré derrière. J'ai pas pris un seul euro. À la rigueur, j'ai un véhicule de fonction parce que je suis amené à faire énormément de déplacements, mais je récupère pas d'argent. Et ça, les gens, ils ont du mal à saisir la nuance. Ils disent, mais attends, tu travailles tout ça? Tu gagnes pas d'argent derrière.
Effectivement, moi, j'ai pas fait ça pour ça. Moi, j'ai fait ça pour aider. Je gagne de l'argent derrière, j'ai plein d'autres trucs, tu vois. Mais avec l'asso, je gagne pas d'argent. Et les gens, ils ont du mal à saisir le truc de, voilà, et tiens, comment vous faites rentrer de l'argent, machin. Donc, ça rejoint ce que tu disais, le business model. Je reviens à la question de base. Alors, nous, déjà, on accompagne les entreprises dans leur démarche RSE. Aujourd'hui, d'un point de vue légal, les entreprises qui veulent avoir les normes ISO, les machins et tout, ils ont énormément de choses à respecter, énormément de procédures, de trucs. Donc, au-delà des procédures de transparence, etc., ils ont un budget à allouer à la responsabilité, pour respecter leur responsabilité sociale et environnementale. Donc, pour l'environnement, pour le social, pour le machin. Et nous, on vient les aider à répondre à ces problématiques. À répondre à ces normes-là. Donc, on leur dit, voilà, nous, on est reconnu d'intérêt général. Et association œuvrant pour la défense de l'environnement. On a le double label. Donc, ce qui est très rare. En vrai, les assos, c'est soit... Parce que tu luttes contre le gaspillage alimentaire. Exactement. Okay. Donc, nous, on leur dit, voilà, en faisant un don à l'association de X milliers d'euros, derrière, vous répondez à cette norme-là, vous faites ceci, vous faites cela. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxièmement, on vend des offres de team building. Donc, en fait, l'association, elle propose, de la même manière qu'une entreprise, elle a un gros budget à allouer pour, je sais pas moi, bowling, machin, pour créer du lien dans ses équipes, ça c'est surtout les grosses boîtes. Nous, on leur dit, plutôt que d'aller faire un laser game ou un bowling, vous nous payez 3 000 euros et nous, sur 2 jours, on prend vos équipes, donc c'est souvent un département, et on les sensibilise à ça, on crée des ateliers, on crée du lien, etc. De la même manière, tout comme un bowling, sauf que, d'une part, vous répondez à un besoin parce que vous allez nous aider à créer des kits, à machin, un truc, et en plus, vous créez du lien. C'est-à-dire que vous avez les deux. Donc, on vend aussi des trucs de team building, des offres de team building, pardon. Et derrière, on a aussi... Alors là, on réfléchit encore à une formule d'abonnement, justement, qui serait pour parfaire vraiment le business model. Mais globalement, de toute façon, avec les deux... avec ça, avec les offres de team building et trucs, on arrive à faire tourner la structure. Donc là, c'est juste encore pour pouvoir changer d'échelle et avoir encore plus de revenus. Mais là, franchement, ça fonctionne bien. Et sur Delivered, est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres? Ouais, je sais que vous êtes présent dans 14 villes. C'est quoi les autres chiffres clés? Présent dans 14 villes et en Espagne. Plus d'1 million d'euros de courses distribuées sur l'année 2021-2022, pardon. En fait, on prend la valeur moyenne d'un kit. Nous, on calcule sur un mois la valeur moyenne. Ensuite, on multiplie par le nombre de kits livrés. On est à plus de 16 000 kits livrés. On est à plus de 50 000 bénéficiaires. Ça, je te donne les chiffres du rapport d'activité là, que j'ai en tête sur l'année précédente. On est plus de 2300 dans l'asso. Bénévole. Ouais, bénévole. En fait, on distingue les livreurs bénévoles parce que du coup, donc, Delivered, c'est une plateforme, je pense que vous savez, mais je le rappelle quand même, plateforme de livraison de repas pour les étudiants en situation de précarité. Donc, on récupère des invendus, on a une application, les étudiants, ils s'inscrivent et derrière, ils reçoivent directement à domicile leur kit. Donc, on distingue les livreurs bénévoles, ça peut être toi, moi, n'importe qui. On a une disparité, vraiment un profil extrêmement large. On a eu des personnes qui bossent chez Europe 1, des juristes d'entreprise, des chefs de chantier, des étudiants, il y a vraiment tout. Donc ça, c'est vraiment un engagement ponctuel. C'est-à-dire que nous, ce qu'on prône un peu, c'est, j'aime pas ce terme, mais l'ubérisation de la solidarité. C'est-à-dire que c'est plus le modèle traditionnel où tu viens dans une asso de 18h à 20h. Alors, il faut ça, hein. C'est important. Nous, on a des bénévoles qui font ça, qui font des permanences. Mais on a aussi les bénévoles qui viennent de 18h, qui livrent n'importe quand dans la semaine. Ça veut dire, ils ouvrent l'application. Ok, tac, je prends une livraison pour jeudi soir. Tac, j'ai envie de faire une livraison. Je sors du boulot, je récupère mon kit, je vais livrer. En gros, c'est ça, on a les deux. Donc, on a un peu plus de 1600 livreurs bénévoles à travers la France et on a 500 bénévoles permanents. Donc, bénévoles permanents, il n'y a pas de gros turnover. C'est justement Maria qui est dans le pôle com. C'est tous les bénévoles qui concourent au bon fonctionnement de la structure tout au long de la semaine, tout au long du mois, toute l'année, quoi. Donc, c'est vraiment les trucs de base, hein. RH, communication, logistique, partenariat, dev, tout ce que tu peux imaginer qu'il y a dans une entreprise. Et ensuite, les livreurs, vraiment engagement ponctuel. C'est-à-dire que tu peux venir livrer 4 fois dans le mois, puis tu peux partir pendant 3 mois, puis tu peux revenir. Il n'y a aucun engagement. Et ce que je trouve dingue, c'est que tu as utilisé tous les bienfaits d'une boîte tech avec, comme tu l'as dit, l'ubérisation. Parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup critiqué à cause de la précarité qu'il y a derrière. Et en fait, tu n'as pris que les côtés positifs pour l'appliquer au monde associatif. C'est très juste. Non, mais c'est super intéressant. Et du coup, en fait, même pareil, tu as beaucoup de gens qui ont des communautés et qui vont l'utiliser pour créer une entreprise derrière. Toi, tu as créé une asso. Et en fait, tu as pris tous les avantages des entreprises, des startups et du modèle tech pour en faire une ONG et le faire au service du bien. Et en vrai, c'est ouf, c'est incroyable. Ça fait plaisir. Ouais, c'est exactement ça.
Et après, est-ce que donc toi tu continues à livrer ou pas? Parce que toujours. Mais j'ai mon application. Alors là, il y a une grosse mise à jour qui arrive à la rentrée, donc je peux pas me connecter sur l'app, mais j'ai l'app ici. Moi, je fais des livraisons quasiment chaque semaine. C'est-à-dire que alors je suis pas dans le top livreur parce qu'il y a des gens qui livrent beaucoup plus que moi. Après, je peux pas être au four et au moulin, mais j'essaye de faire au moins 2-3 livraisons par semaine. Donc j'ai mon compte livreur dessus, je monte à chaque fois. Et ouais, j'ai toutes les livraisons sur les derniers mois là, je dois être à 100 livraisons à peu près sur les 3 derniers mois. Parmi ces livraisons, est-ce que je sais pas, t'as des anecdotes à nous partager? Est-ce que je sais pas, il y a une livraison qui t'a marqué plus que d'autres? Ouais, bah en fait, chaque histoire, elle est différente, mais je vais en donner une que je donne à chaque fois en vrai, parce que c'est celle qui m'a le plus marqué. C'est celle avec une étudiante. Donc, en fait, je suis en livraison, justement, je suis avec Adam. Souvent, on livre à plusieurs dans l'asso. Enfin, pour nous, en tout cas, pour les membres qui étaient là de base, après, des gens qui livrent tout seuls. Donc, je suis avec Adam et je reçois un appel de Sarah, responsable du pôle logistique. Elle me dit, ouais, écoute, j'étais au local, etc. Je suis en train de taffer et je vois, il y a une personne qui a refait une demande alors qu'elle avait déjà fait une demande. Donc, je lui explique qu'on peut pas faire de demande, machin. Elle m'explique que elle est vraiment en situation de précarité. Elle me détaille pas tout de suite sa situation et elle me dit, est-ce que tu penses que tu peux la livrer? Elle est sur ton secteur. Je lui dis, bah en vrai ouais, carrément, je vais repasser au local, je prends un kit et elle est sur ma tournée. Donc je la rajoute sur ma tournée et je finis avec cette personne là. Donc on arrive devant chez elle avec Adam, de là elle descend et quand elle arrive elle est limite en pleurs et on lui dit ouais ça va, etc. On se pose avec elle, je lui passe le kit et elle nous explique que en fait elle a redoublé, elle a pas passé ses partiels parce qu'elle a eu une opération du cœur qui fait qu'elle a pas pu assister aux partiels. Elle a demandé à être en AJAC parce qu'elle avait déjà redoublé. Donc, en fait, AJAC, c'est, pour ceux qui ne savent pas, c'est en gros quand on valide une partie de ses matières et qu'on passe quand même en L3, par exemple, ou en L2, mais qu'on doit rattraper les matières qu'on n'avait pas validées. Si tu ne valides pas une ou deux matières, tu peux les rattraper l'année d'après. Elle demande à passer en AJAC, on lui refuse. Du coup, elle perd la bourse parce qu'elle n'avait plus le droit à la bourse. Et donc, elle n'a plus rien. Elle n'a plus de taf, plus de bourse. Elle ne peut plus manger, elle ne peut plus payer son loyer, ses parents l'aident, machin. Et elle me dit, là, ce que vous m'apportez, si vous n'étiez pas venu, j'aurais continué à pas manger. Je ne sais pas ce que j'aurais mangé dans le mois. Genre, j'ai rien. J'ai pas de quoi manger. Genre, j'ai pas d'argent. C'est un truc de ouf quand même. Et elle nous explique ça, etc. Moi, je lui dis franchement, ouais, en vrai, en fait, sur le coup, je sais même pas quoi dire en vrai. À la fois, je suis triste de fou. Moi, des trucs comme ça, en plus, je suis émotif. Putain, c'est un truc. Je peux pas manger la personne. Ouais, j'ai un besoin primaire comme te nourrir. On parle pas d'un abonnement à Netflix. Tu vois, un abonnement à Netflix, tu peux te dire, voilà, c'est superfétatoire, tu peux t'en passer. On parle de manger. Donc, je lui dis, ouais, franchement, nous, ça nous fait plaisir. Elle nous remercie. Je lui dis, il y a aucun problème. Limite, je suis gêné, tu vois. Je lui dis, c'est normal ce qu'on fait, tu vois. Il y a pas de, nous, on est étudiants aussi. On en connaît ces choses-là. Moi, on a tous connu. Donc voilà, c'est vraiment l'anecdote qui m'a le plus marqué. Après, je me dis, en même temps, tu vois, ça me rend heureux. En même temps, ça me rend triste. C'est trop bizarre comme sensation. Mais ouais, c'était le truc le plus marquant. Et après, tu crées des amitiés. Le reportage TF1, à la fin, on voit une personne que je livre. Parce que moi, je fais toujours le même secteur. Je fais le secteur Montreuil. Et en fait, tu crées des amitiés. C'est-à-dire que cette personne-là, je la livre une fois, deux fois, trois fois, troisième fois, on reste, on parle 15 minutes, tu vois. Ouais, tu fais quoi? Ah ouais, t'es là-bas, machin. Ah, mais attends, tu connais? Mais non, truc de ouf. Et derrière, ça crée des liens. Franchement, c'est lourd. Ouais. T'es dans le lien social en même temps, en plus de délivrer un repas, quoi. Et même, j'embraye sur le lien social. J'en parle avec Ridwan. Les principaux liens qu'on crée, c'est au sein même de l'asso. Dites-vous que des bénévoles qui se sont rencontrés, genre il y a 4 mois, aujourd'hui, je vais pas donner les noms, ils partent en vacances ensemble. Truc de ouf, frère. Même avec des familles. Je me dis, ouais, au-delà des couples qui se créent tout, il y a des couples qui se sont créés des machins, mais juste les amitiés que ça crée, c'est une dinguerie. Moi, j'ai rencontré Amidou dans l'association et j'ai fait plusieurs voyages. Je suis parti au Mexique, Thaïlande, j'ai fait des chantiers humanitaires. C'est avec Amidou que je suis parti et je l'avais rencontré littéralement 4 mois plus tôt dans une tournée de récupération d'invendus. Et derrière, on part 1 mois en Thaïlande ensemble. C'est fou, c'est un lieu de socialisation, mais privilégié. C'est incroyable. Je suppose que c'est tout ça qui te motive au quotidien, en fait, finalement. Ouais, de fou. Si tu faisais pas des livrettes, tu ferais quoi? Entreprise. Franchement, entreprise. En fait, encore une fois, il y a toujours ce truc de... les gens, ils comprennent pas parce qu'aujourd'hui, on est matrixé par l'argent. C'est-à-dire que les gens, ils comprennent pas comment je peux donner autant de temps et de machin et tout sans gagner d'argent derrière. Alors oui, de toute façon, on veut tous de l'argent. Je peux pas m'en cacher. Bien sûr, je veux de l'argent. Il faut de l'argent pour vivre, tu vois. Mais tout le temps que j'aurais pu investir là, j'aurais pu investir pour créer une entreprise, en vrai. Et j'aurais trouvé un truc, machin, etc. Ça se trouve, aujourd'hui, j'aurais un tas d'argent. Mais j'aurais jamais retrouvé tout le bien qu'on a créé. D'ailleurs, je dis mais qu'on a créé grâce à l'association. Je suis juste à l'initiative du truc, mais moi, tout seul, je suis rien du tout. C'est parce qu'il y a tellement de personnes qui bossent, c'est beau. Et ouais, les gens, ils comprennent pas parce qu'ils pensent qu'à l'argent. Mais il y a d'autres choses à côté de l'argent, tu vois. Oui, il faut de l'argent pour vivre. Mais encore une fois, j'aurais eu de l'argent, j'aurais pas eu tout ce que... Je pense que c'est 1000 fois plus cher ce qu'il y a avec des livrettes que l'argent. Mais si j'avais pas créé des livrettes, j'aurais créé une entreprise, je pense. Enfin, c'est sûr, j'aurais créé un truc. Je pense pour faire de l'argent. Ou pas, j'aurais peut-être créé une autre asso, mais... Et t'as pas un peu une frustration de te dire que... Parce que tu vois, moi de l'extérieur, tout ce que je vois, c'est que finalement,
en fait, ce que tu as créé, c'est une entreprise. C'est juste une entreprise qui enfin, l'argent, il ne revient pas à toi. Mais finalement, c'est une grosse boîte que tu as créée, qui présente dans 14 villes, qui livre plusieurs... Tu vois, tu as créé le Uber de la solidarité, tu vois. Donc, finalement, c'est la même chose. C'est juste qu'en fait, la société ne rétribue pas cet effort à la hauteur de ce qu'il est. Exactement, c'est ça. Ça te crée pas une frustration? Enfin, qu'est-ce que tu te dis quand tu fais tout ça? En vrai, il y a plusieurs niveaux. Au niveau de l'argent, ça peut créer des frustrations, mais en même temps, je gagne de l'argent à côté avec d'autres choses. Je suis en alternance, j'ai mon salaire, j'ai mes réseaux, je gagne de l'argent avec YouTube, je gagne de l'argent avec TikTok, etc. Donc, je suis pas à ce niveau-là, ça va. C'est pas comme si j'étais à 0 € par mois. Mais en même temps, je me dis, effectivement, tout le temps que j'ai passé à truc et tout l'argent que ça génère, en vrai, ça fait vriller. Moi, j'ai grandi dans une famille modeste, j'ai grandi dans un quartier, j'avais pas d'argent. Moi, mes parents, ils m'ont donné, je vais dire le strict minimum, c'est pas sens péjoratif, mais ils m'ont donné pile tout ce que j'avais besoin. Ils m'ont nourri, ils m'ont logé. Ma mère, elle m'a acheté les trucs, etc., ce dont j'avais besoin. Mais derrière, mes parents, ils m'ont pas payé de voiture, ils m'ont pas payé le permis, ils m'ont pas payé rien du tout, tu vois. Tout ce que j'ai, mon ordi, je me le suis payé, les trucs. D'ailleurs, dans le tout premier ordi, c'est celui qui me l'avait acheté, mais après, l'autre ordi que j'ai pris, enfin, ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, toutes les choses que j'ai eues, je suis allé les chercher. Et c'est là que ça m'a amené aussi à faire des choses, voilà, un peu truc. Et derrière, tout ça, c'est pas pour pouvoir satisfaire les besoins que j'ai en tant que jeune, tu vois, les trucs machin. Mais je me suis perdu dans l'explication. Ouais, donc quand tu vois des sommes rentrer, aujourd'hui, tu regardes les comptes de l'asso et tout, c'est une dinguerie. Et tu dis, l'argent, il est là, tu vois. Après, je suis pas tout seul, Dieu merci, à gérer ça. On a un comptable, on a des trucs, il y a des contrôles. Mais indépendamment de ça, quand il n'y avait pas encore les contrôles, tu dis, ouais, il y a je sais pas combien de centaines de milliers d'euros sur le compte. J'ai jamais vu ça. Mes parents, ils ont jamais vu ça, les trucs. Et tu te dis, en vrai, j'aurais pu créer une entreprise et cet argent, ce serait l'argent de la société. Moi, je serais président de la société. C'est-à-dire, je pourrais me verser un salaire, je pourrais le faire voter. En plus, il n'y a même pas d'actionnaire, donc c'est moi qui choisis. En vrai, ouais, c'est là que tu te dis, en vrai, ouais, ça aurait pu être quelque chose où j'aurais pu gagner énormément d'argent. Mais en même temps, je regrette absolument pas. Et c'est pas grave. Franchement, l'argent, on en fera. Toute notre vie, on va faire de l'argent. On va courir derrière l'argent. Là, le truc, c'est que j'ai fait quelque chose qui me dépasse. Je pourrais jamais récupérer ça. Ça se monnaie pas, en fait. Et j'ai aucun regret. Et d'ailleurs, même à l'heure actuelle, je pourrais partir de l'assaut pour faire autre chose. Mais pour te dire à quel point je trouve mon compte là-dedans, c'est que j'y gagne tellement en satisfaction personnelle que je suis toujours dans l'optique de là, je continue. Et viendra un jour où je ferai autre chose, ça c'est sûr et certain. Je sais que je vais pas rester toute ma vie dans l'assaut, bien évidemment. À un moment, je vais laisser les rênes, trucs, machin, et je créerai autre chose qui me permettra de gagner de l'argent. Mais pour l'instant, c'est trop puissant ce qu'il y a dans l'assaut pour que je le troque contre de l'argent. Donc ouais, à ce niveau-là, il y a une frustration. Après, il n'y a pas de frustration, mais il peut y avoir une frustration sur effectivement le temps que tu consacres à ça. Est-ce que c'est dans la société actuelle, c'est pas valorisé? En fait, aujourd'hui, on ne jure que par l'argent. Ouais, c'est ça. C'est ça, en fait. Parce que, comme tu l'as dit, tout ce que ça t'apporte humainement, les liens que tu crées avec les gens, le fait que, en fait, tu t'aides des gens à survivre, tu vois, quelque part. Et c'est pas assez... c'est pas assez mis en... Après, dans mon cas, ce serait quand même... pas culotté de dire ça, mais ce serait un peu... Je peux pas le dire parce que j'ai quand même bénéficié d'une grosse couverture médiatique sur mes actions. J'ai bénéficié... ça a été... tout de suite, on a eu des entreprises qui nous ont aidés, etc. Donc, en vrai, j'ai eu une forme de reconnaissance, surtout dans le travail que je fais au quotidien, j'ai une forme de reconnaissance parce que j'ai les réseaux. Et en vrai, on s'en rend pas forcément compte, mais le fait d'avoir les réseaux, du coup, je partage tout ce que je fais et je reçois énormément de force. Tous les jours, je reçois des messages. Une personne qui n'aurait pas les réseaux, d'une part, on verrait pas forcément le travail qu'elle fournit. Après, moi, je monte pas tout sur les réseaux. En vrai, le travail que je fournis, frère, tous les soirs, je me monte pas. Mais ce que je veux dire, c'est que je monte quand même une partie. Et du coup, j'ai cette forme de reconnaissance au quotidien de par ma communauté, plus après de par les médias, plus après, du coup, les gens, ils me reconnaissent, ils me disent c'est grave lourd ce que tu fais. Donc moi, ça va, je suis pas plein à ce niveau-là. Mais je me dis, des personnes qui ont un engagement qui est moins mainstream, ça doit créer une frustration, tu vois, vraiment. Après, oui et non, parce que cette frustration, je l'avais pas. Quand moi, j'ai commencé, je faisais mes actions, j'y avais rien. Et pourtant, j'avais pas de frustration. Donc, en vrai, je sais pas. J'ai jamais ressenti de frustration à ce niveau-là. J'ai jamais été en recherche de reconnaissance par rapport à ces actions. Après, je l'ai eu par la force des choses, parce que les réseaux, parce que les médias et tout. Mais au début, on a commencé l'assaut, il y avait rien. Tu vois, encore une fois, comme on en revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, il y a des livraides. Mais avant des livraides, il y a eu l'assaut où il y avait strictement rien. On faisait des maraudes, des trucs. Voilà, c'était simple, tu vois, le truc basique. Et moi, je m'en contentais. C'est juste que derrière, j'ai voulu aller chercher plus loin et que là, il y a eu tout ce qu'il y a eu après. Mais non, j'ai jamais eu de frustration à ce niveau-là. En fait, la frustration, c'était plus vis-à-vis de la société. Parce que toi, effectivement, comme tu l'as dit, tu as été vachement médiatisé. Mais tu vois, d'autres petits assos. C'est ça. Il peut y avoir une frustration. Il peut avoir une forme de frustration où finalement, la société ne reconnaît pas à la juste valeur tout le travail qui est fait, tu vois. Et où c'est pas forcément mis en avant. Mais j'entends. Et du coup, après, est-ce qu'on peut parler rapidement de Drest? Ouais. Drest, pareil, c'est quoi? Comment t'as eu l'idée? Alors,
C'est une bonne question. J'aime bien ce genre de question. Dress, du coup, c'est la première chaîne de boutique entièrement gratuite pour les étudiants en situation de précarité. Le fonctionnement, il est extrêmement simple. En fait, toujours dans cette optique de toujours plus, moi, je me suis dit, maintenant, Delivered, c'est bon, c'est en place, ça tourne, faut stabiliser sur certaines choses, etc. Mais globalement, on l'a. Et je veux aller plus loin. Je commençais à m'ennuyer dans Delivered. Donc, je me suis dit, je vais créer Dress. Donc, de là, j'ai l'idée on va réappliquer le même modèle économique que Delivered, mais pour les vêtements. Donc, en fait, on va aller récupérer, il y a des invendus alimentaires, mais il y a aussi beaucoup d'invendus non alimentaires. Donc, on va aller chercher ces invendus non alimentaires. On va accompagner les entreprises dans leur démarche RSE et on va les mettre à disposition des étudiants en situation de précarité. Là, je te dis ça, c'est très simple, mais sur le papier, après, c'était très compliqué. Tu vois, il y a eu beaucoup de travail, encore une fois, en amont. Faut trouver les locaux, faut convaincre les partenaires, faut faire toutes les presses, les machins et tout. Donc, beaucoup de travail avant ça, mais globalement, on l'a lancé. On avait déjà l'aura de Delivered. Il y avait déjà, moi, mon nom en vrai, tu vois, j'avais déjà fait plusieurs médias et tout. Donc, ça inspire confiance aussi quand je viens voir une marque et je lui dis, voilà, il y a Delivered. Vous pouvez voir, vous tapez sur Google. Il y a 10 pages de résultats sur Delivered. Donc, vous savez que c'est professionnel. Moi, j'ai porté Delivered. Aujourd'hui, j'ai envie de porter Dress. Donc, ça va, ça a été facilité sur Dress par rapport à Delivered, mais il y a quand même eu, voilà. Et donc, bah voilà, aujourd'hui présent à Paris, ouverture à Strasbourg en septembre et voilà, sur Drest. Et donc concrètement, c'est pareil, tu as une application Là, c'est une plateforme en ligne, donc on n'a pas l'application parce que j'avais pas nécessité à nouveau de faire tout. En fait, les développeurs, ils nous ont accompagnés sur la première partie, totalement bénévolement. Après, une appli, c'est tellement de travail qu'aujourd'hui, du coup, on les rémunère. Et forcément, je me suis dit, est-ce que c'est judicieux? Après, tu sais, c'est beaucoup d'arbitrage. En vrai, aujourd'hui, je dois assumer tellement de décisions où en gros, vu que je porte la structure, par exemple, sur l'ouverture de telle ou telle ville, bah en vrai, on va me critiquer. On va me dire, ouais, mais pourquoi t'as ouvert dans telle ville et pas forcément dans cette ville-là? Pourquoi t'as alloué tel budget à machin et pas truc? Tout ça, c'est des décisions qu'en vrai, j'allais dire tout seul. Je les prends pas tout seul parce que je les fais voter par le directoire. On a un directoire. Du coup, moi, je vais avoir la décision. Je vais dire, les gars, est-ce que vous pensez que ça passe? Vous me dites, il y a des votes, etc. Pour chaque décision, c'est pris de manière démocratique. J'impose rien. Mais c'est quand même moi qui porte le machin. Et je peux être critiqué. En vrai, il y a plein de choix. Je les assume. Et ça peut être critiquable, comme ça peut être entendable, comme ça peut être défendable. Mais je me suis encore perdu sur la question. Oui, on n'a pas d'application. Pourquoi? Parce que moi, je l'ai dit, en vrai, il n'y a pas nécessité d'avoir une application. Ça peut être encore une fois critiquable, ça peut Moi, j'ai dit en vrai, le truc, c'est de me dire une application, ça va coûter de l'argent, ça va démultiplier le nombre de supports, c'est-à-dire que les gens ils vont devoir télécharger et Dress et délivrer des machins. Ouais. Autant avoir un site internet, le site il est adapté en version mobile, donc les gens ils vont sur dress-shop.fr. Ils s'inscrivent pour retirer leurs vêtements et voilà. Tu choisis les articles que tu veux sur le site ou juste tu t'inscris et ensuite tu vas dans un local pour choisir les vêtements? Ouais, non, justement, on s'inscrit sur le site, on attend d'avoir la date d'inscription, etc., le QR code, et ensuite on se déplace dans le magasin physiquement et là c'est limité à 3 articles par personne. Donc sur le site, nous ce qu'on demande c'est tous les justificatifs qui prouvent qu'on est en difficulté et derrière les informations sur la taille, etc., pour pouvoir, parce que vu qu'on est très tributaire on travaille en flux tendu, donc c'est en fonction de ce qu'on reçoit. Pour être sûr d'avoir les bonnes tailles, les machins, on demande les tailles, ensuite on fait en fonction de tout ça. Et là, les vêtements, ils viennent d'où? C'est les marques, c'est les particuliers? C'est les marques. Ouais, marques, globalement. Là, on s'élargit en septembre, justement. On propose une offre particulière. Les particuliers pourront nous donner leurs vêtements s'ils sont en parfait état, neuf, parfait état ou vraiment quasi, en très très bon état. Et ça nous permet en fait de recevoir encore plus de vêtements, donc pour changer d'échelle, parce qu'effectivement il y a les marques qui donnent, mais on s'est rendu compte qu'il y a énormément de particuliers aussi qui ont des vêtements et qui sont en mesure de les donner. Donc ouais, effectivement, tu me fais penser d'ailleurs qu'on doit récupérer, j'ai oublié, on doit passer récupérer, c'est un particulier, bref. Ouais. Et j'ai une question un peu provocante, mais est-ce que t'as pas le sentiment, tu vois, que sur les vêtements, le fait de permettre aux marques de se débarrasser de leur surstock, c'est un peu cautionner le fait qu'elles produisent du surstock? Alors, non. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que les vêtements, ils sont là, et du coup que soit on les détruit, soit on s'en débarrasse. En fait, je suis d'accord avec toi, c'est comme le débat sur être vegan. Moi, en gros, ma position, c'est ok, si vraiment tout le monde demain on se dit ok, on est vegan, etc., je peux me priver de viande. Je ne vais pas militer en faveur de ouais, il faut maintenir la viande et tout, non. Mais aujourd'hui, si je me prive, l'impact, en tout cas à mes yeux, il sera minime par rapport au fait que aux États-Unis ils tapent des gros steaks 180 grammes, etc. Nous ici, non mais en vrai, et encore une fois, les détracteurs vont dire ouais, si tout le monde pense comme ça, il y a personne qui devient vegan, je suis totalement d'accord. Donc oui, le point de vue égoïste. Maintenant, si on l'applique aux vêtements, en vrai c'est pareil. Oui, on cautionne dans la mesure où on leur offre des solutions pour se débarrasser de ce surplus. Maintenant, ce surplus, il existe et il y a des personnes qui sont en situation de précarité. Donc quelque part, nous on apporte un problème aux étudiants et aux entreprises. Et après,
Il y a encore un autre débat. Je critique pas ton action. Ouais. Non, mais c'est intéressant. Parce qu'il y a un autre truc sous-jacent encore qui va encore plus loin. Et j'en parlais avec mon père, c'est finalement ce que tu fais avec Delivered. Est-ce que c'est pas cautionner quelque part l'inaction du gouvernement et donc les conforter dans le fait qu'ils délèguent cette problématique à des associations plutôt que d'aider les étudiants? En fait, le truc, ce serait de dire derrière, c'est au gouvernement de prendre le problème à bras le corps, et à force qu'il y ait plein d'assauts qui se créent pour répondre à toutes ces problématiques, le gouvernement il se dit bon, en fait c'est bon, le problème, les Restos du Cœur, ça fait des années qu'ils servent les trucs, en fait c'est bon à ce niveau-là, voilà, les Restos du Cœur ça tourne, c'est bon, nous de notre côté. Et moi je trouve ça, encore une fois, je rejoins quelque part mon père, parce que quand tu vois que le gouvernement il a débloqué une enveloppe de 10 millions d'euros, non pas pour aider les étudiants de manière directe, mais pour subventionner les assos qui aident les étudiants, on vous demande pas d'enveloppe. Nous, à titre personnel, je le dis, j'ai aucune difficulté, je l'ai dit même sur France 3, on n'a pas touché un seul centime de ces aides. Un seul centime. Parce qu'à l'époque où ils font l'annonce, faut savoir, nous, moi j'ai été invité, j'ai rencontré la ministre de l'Enseignement supérieur, j'ai été invité à des tables rondes, des machins. L'enveloppe, quand ils l'annoncent, elle est déjà distribuée. C'est-à-dire qu'ils disent, on va mettre en place une enveloppe et tout. L'enveloppe, elle est déjà répartie. C'est un truc de ouf quand même. Et nous, dans tous les cas, moi, ce que j'avais dit, c'est on prendra pas un seul. Nous, on n'a jamais pris de subvention publique parce que, encore une fois, si on a à exister, c'est précisément parce que le gouvernement, il ne fait rien pour résoudre le problème. Et oui, du coup, c'est un peu vrai de dire, à force qu'il y ait des assos comme ça qui se créent, si demain, on passait pendant un an, en gros, il y avait des étudiants qui mouraient de famine, le gouvernement serait obligé de prendre le problème. Si on n'existait pas, si d'autres assos n'existaient pas, et si les étudiants ne pouvaient pas se nourrir, potentiellement, c'est absolument pas ce que je souhaite. En fait, tu vois, c'est pour ça qu'on est dans un débat parallèle de ouf, mais potentiellement, l'étudiante que nous, on va livrer, elle meurt. Demain, ça fait un scandale de fou. Et en fait, on en arrive à la réalité des choses. Si nous, on n'existe pas, potentiellement, cette étudiante, elle meurt. Et derrière, c'est quoi? C'est le gouvernement, il a failli à sa mission, qui est de, l'étudiante en question, elle ne peut pas se nourrir. C'est un truc de ouf. Et là, ça fait bouger les choses. Parce que là, tu te dis, putain, il y a une étudiante qui est morte. Comment le gouvernement est machin? Donc là, le gouvernement, il serait obligé de, tu vois. Donc, quelque part, ouais, je non, mais c'est pas facile. C'est vraiment c'est un paradoxe constant. Et donc, du coup, là, maintenant, après Delivered, là, c'est quoi les prochaines étapes pour toi? Les prochaines étapes, on a une troisième plateforme. Là, vraiment, j'en ai parlé nulle part. Mais je la tease. On aime bien les exclus. On est en bonne compagnie. On a une troisième plateforme sur laquelle on travaille. Cette fois, je sais pas si, en vrai, je vais pas donner le nom pour pas trop, mais une plateforme de lecture. En fait, on voudrait démocratiser l'accès à la culture. C'est le dernier volet qui nous manque, en fait. Et l'idée serait de créer une plateforme de lecture. En vrai, ce qu'on veut, c'est... on a déjà débloqué les partenariats, on a déjà tout ce qu'il faut, il n'y a plus qu'à mettre en place la plateforme. On a reçu plein de livres, on reçoit quotidiennement des livres. En gros, on voudrait ouvrir une bibliothèque solidaire en ligne où les étudiants ils feraient le choix de livres gratuitement. Et nous, on les glisse dans les kits. Et quand il reçoit son kit, il reçoit son livre. Quand il est fini de lire le livre, on revient le livrer, on le récupère ou il vient le déposer. Et comme ça, on donne accès à des livres gratuitement toute l'année sans se déplacer de chez soi. Enfin, en vrai, le truc, vraiment, tu peux dire en vrai, même si t'as pas envie de lire, c'est tellement accessible, t'as même pas besoin de t'inscrire tu vas pas dans une bibliothèque physiquement, machin, Après, encore une fois, on en vient à un truc, moi je me coupe la parole tout seul, sur est-ce qu'au bout d'un moment, on n'est pas en train d'infantiliser les gens, tu vois, sur, en fait, si tu vas avoir accès à des livres gratuits, machin, tu te fais une carte à la bibliothèque, tu vas. Oui et non, parce qu'on est dans une société, encore une fois, dans une génération où c'est plus comme avant. Il faut le prendre en compte, tu vois. On peut dire ça, mais c'est plus comme avant, c'est un fait. C'est vrai qu'il y a une grosse partie de la société digitalisée, et la plupart des services le sont. Mais je trouve que, tu vois, sur l'aspect livraison de nourriture, je trouve que ça permet de répondre à un problème qui est la honte. Tu sais, tu peux avoir honte de te déplacer pour faire la queue et récupérer des produits alimentaires. Ah oui, et ça peut répondre à ça, tu vois. Ça, totalement. Delivered, on l'a créé. Nos 3 axes, c'était ça. Et un des axes principaux je le rabâche à chaque fois, pourquoi vous avez le système de la livraison? Premièrement, parce qu'il y avait des étudiants atteints de handicap moteur qui ne peuvent pas se déplacer dans les trucs. Deuxièmement, parce que situation d'isolement pour ceux qui étaient atteints du Covid. Et troisièmement, parce que la plupart, ils ne font pas la démarche. En vrai, tu passes d'une situation où tu es totalement autonome. Éventuellement, tu as tes parents qui t'aident, tu as ton petit boulot et tout, tu vis ton petit train de vie, tu perds ton travail et tu dois aller faire la queue pour l'aide alimentaire. Tu t'es pas habitué. Les gens, ils sont... Enfin, tu vois, t'as un iPhone, t'es là, tu vis bien, etc. Du jour au lendemain, tu dois aller faire la queue pour manger. Il y a plein de gens, ils passent pas le cap. Et donc, ils mangent pas. Et nous, en fait, on répond à cette problématique en supprimant cet aspect mortifiant associé au fait de se déplacer au truc. Après, avec les livres, c'est pas pareil. Parce que les livres, c'est pas un besoin vital. Mais je pense qu'encore une fois, on vit dans une société où il y a 2 faits. C'est qu'il y a les réseaux sociaux, l'ubérisation, les machins, les plateformes, etc. Et 2, il y a les livres plus personnels. Donc après cela, c'est soit on se dit, c'est des enfants, il faut qu'ils se déplacent, soit on se dit, il y a une solution, c'est qu'on leur apporte
clé en main, le livre, on leur livre à domicile, tu vois. Donc, il n'y a plus d'excuses. Et peut-être que ça pourra rehausser, tu vois, peut-être que ça pourra... Et comment tu fais, du coup, entre tous ces différents projets? Parce que, du coup, si on récapitule, là, tu es en alternance, tu bosses, tu gères Delivered, Drest. Comment tu fais pour répartir ton temps entre tout ça? En vrai, moi, j'ai pas de vie sociale. Faut savoir, vraiment, hein, je le dis parce que... Enfin, j'ai pas de vie sociale. Ah, mais c'est bien d'être transparent. Parce que du Ouais, coup, tu tapes ouais. tout le temps. Ah ouais, carrément. Je le montre. En fait, ma vie sociale, c'est le boulot. Moi, j'aime pas. Déjà, je regarde pas de série, par exemple. Aucun film, aucune série, aucun machin. Quand on parle, avant-hier, on en parlait avec Rizwan et Marwan. Ils regardent, tu vois, je sais pas, moi, alors, je vais dire Boruto Shippuden. Je sais qu'ils ont annoncé le nom, c'est pas ça. Moi, j'ai regardé Naruto, j'ai dû regarder petit truc, j'ai pas regardé, tu vois, Naruto Shippuden. Je regarde aucun animé, aucun manga, aucune série. J'ai pas de copine, en vrai, j'ai rien, tu vois, dans le sens où ma vie se résume au travail. Et après, c'est beaucoup d'organisation, beaucoup de sacrifices, mais moi, j'y trouve mon compte. Moi, je suis heureux dans le travail. C'est-à-dire que vraiment, encore une fois, c'est pour ça que tout le monde n'est pas en mesure de faire ça. Et tu vois, il y a beaucoup de frustration avec les réseaux parce que tu dis, putain, il fait ça, machin, punaise, truc. Mais tout le monde n'est pas en mesure d'assumer ça. Moi, si aujourd'hui, j'ai fait tout ça, c'est parce que j'y trouve mon compte, que je suis heureux là-dedans. Mais encore une fois, voilà, c'est énormément de sacrifices. Tu vois, je me couche tous les soirs, je me couche archi tard. Je prends rarement du temps pour moi, en vrai. Tu vois, je suis tout le temps dans le travail et tout. Non, mais c'est super d'être transparent et de le dire, parce que, comme tu l'as dit, sur les réseaux sociaux ou ailleurs, quand tu vois des personnes ultra successful, t'as l'impression qu'elles peuvent tout gérer, qu'elles font tout, alors qu'en fait, la plupart du temps, il y a d'énormes sacrifices. Bah ouais. Et comme tu dis, tu sais, il y a souvent une phrase qui revient, c'est que tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur, mais n'importe qui peut devenir entrepreneur. C'est-à-dire que c'est pas fait pour tout le monde, mais n'importe qui, dans le sens où si t'as la motivation, si tu te motives et que t'es prêt à assumer tous les sacrifices, tu peux le faire. Et c'est un peu ce que tu résumes, je trouve. Ouais, bah exactement. C'est vraiment, c'est des sacrifices. Après, tout le monde... Et ça, du coup, pour toi, c'est quelque chose qui est... Est-ce que pour toi, c'est un sacrifice? Tu vois, genre, à quel point c'est un sacrifice? C'est ce que j'allais dire. En fait, chacun trouve son bonheur dans des choses différentes. Moi, j'ai des potes à moi, aujourd'hui, qui sont très loin de tout ça, des amis d'enfance, tu vois, qui ont vu l'assaut grandir, etc., qui sont très contents pour moi. Mais ils me disent, en vrai, moi, j'aspire à une vie simple. Tu vois, moi, je rentre, je joue aux jeux vidéo, je regarde mes petites séries, je vais au sport. Tu vois, moi, je suis très heureux comme ça, tu vois. Moi, je fais des médias, je voyage tout le temps, des déplacements, des machins, je rencontre. Moi, c'est là-dedans que je trouve ma satisfaction. C'est là que je me sens vivre, tu vois, à 20 000 à l'heure, tout le temps. Mais c'est un train de vie, c'est fatigant. C'est-à-dire que je fais des sacrifices, j'en fais tous les jours. Et est-ce que je suis heureux? Des fois, je me pose la question, tu vois. C'est chacun, encore une fois, faut pas idéaliser les réseaux. On montre ce qu'on veut sur les réseaux. J'ai dû faire des sacrifices. Moi, pour le dire, je le dis là en vraie transparence, j'ai pas vu ma famille pendant des semaines entières, je voyais pas ma famille. Et ma sœur, elle m'a dit, en vrai, ton rôle de grand frère, des fois, il était pas assumé. Tu vois, moi, j'avais besoin de te parler, j'avais besoin que sur les tout, t'étais pas à la maison, tu rentrais pas à la maison. Tu dormais au local, tu dormais là-bas, tu vas dans telle ville. C'est cool, hein. Mais même moi, je te suis depuis les réseaux, j'ai l'impression d'être un abonné. Ouais, mon frère, elle me dit ça, mon cœur, il se déchire. Je dis, wesh, ma soeur, elle a besoin de me parler. Et je suis pas là pour elle. Et tu te dis quoi, du coup? Déjà, je suis triste dans un premier temps, et après, je me dis, ça y est, il faut que je rattrape ça. En disant un truc, non, lâche pas de réunion. Va, assure, je sais pas, j'irai, je m'en fous. Lâche pas du temps avec ma soeur. Donc, je prends ma soeur, on va aller manger, je vais lui payer, on va aller au cinéma, on va aller faire ce que tu veux. Je vais passer du temps avec elle. Mais tu vois, je culpabilise de fou sur des trucs comme ça. Et ça, on ne le voit pas. J'aurais même beau le dire, il faut le vivre pour comprendre. Quand je dis, j'arrête pas de dire dans les stories, les gars, je fais des sacrifices. Il y a plein de choses que je peux pas faire et tout. Mais tant que tu le vis pas, encore une fois, c'est les réseaux, c'est que des phrases bateaux, mais c'est les mêmes phrases bateaux que tu lis toi sur Insta, hein. C'est la même chose. Aujourd'hui, des fois, j'ai l'impression de faire des phrases bateaux qu'on lit sur Insta. Mais parce que, en fait, souvent, dans les phrases bateaux, il y a beaucoup de vrai. Et du coup, quand on les dit, c'est tellement bateau qu'on se dit, en fait, c'est ça de le dire, mais la vérité, c'est que la plupart du temps, c'est vrai. Et ensuite, pour le coup, je trouve que dans tes stories, il y a plusieurs fois où tu vas faire une story et toi, il est 2h du mat, tu vas dire, bah voilà, ça, c'est les coulisses, je travaille, demain, je me réveille à 7h. Et je trouve ça bien de le montrer, parce qu'au moins, t'es transparent. Après, tu peux aussi tomber dans le penchant inverse. C'est-à-dire que t'as des gens... Je pense que c'est pas le cas pour toi parce que c'est pas l'image que tu véhicules, mais t'as des gens qui vont dire moi je travaille tout le temps et ça c'est le secret de la réussite, faut se coucher à 3h du mat, se réveiller à 7h et c'est comme ça qu'on trouve son bonheur. Et je pense qu'il faut faire attention à ça. Après toi c'est pas du tout ce que tu véhicules. Il y a ce truc de... En fait j'essaie d'être le plus transparent possible.
Et en même temps, il y a ce truc de forcément, il y a des personnes qui vont se comparer, c'est inévitable, on se compare tous à des degrés plus ou moins différents. Et moi, j'ai pas envie de faire culpabiliser les gens. C'est pour ça que je dis encore une fois, chacun est fait pour quelque chose de différent, tu vois. En vrai, j'assume ce train de vie-là, qui est éprouvant, mais encore une fois, ça se trouve, dans 5 ans, je fais un burn-out. Tu vois, on sait pas. Autant, ça se trouve, dans 5 ans, machin. Chacun ses capacités, chacun trouve son bonheur dans les choses différentes et il faut pas se comparer. C'est pas parce que, en vrai, j'ai ce train de vie-là que forcément, si vous avez pas le même train de vie, vous allez pas réussir. Moi, je suis pas du tout organisé dans ma vie. Je dis, tu vois, je suis encore arrivé en retard à ce podcast. J'arrive tout le temps en retard. C'est limite ma marque de fabrication. Les gens, ils me définissent comme ça. Le mec qui est tout le temps en retard. Je suis pas organisé. Ça se trouve, un mec qui est organisé, comme toi, il va pouvoir se coucher. Je te rassure, j'arrive toujours en retard. Ah ouais? Toi aussi. Ouais, ça va. Mais ça se trouve, tu vois, il va pouvoir se coucher à 22h, se lever à 8h et faire 10 fois plus que moi. Mais simplement, moi, vu que je suis peut-être pas hyper bien organisé, bah, j'arrive pas à faire le truc. Après, oui, forcément, tu vois, encore une fois, c'est des sacrifices parce qu'il y a l'alternance, donc j'ai mes dossiers au taf, il y a les études, le master de droit. En vrai, j'ai choisi une des filières les plus exigeantes avec médecine. Donc ça, déjà, les gens ne le voient pas, mais tout le temps que je mets pas en story, je le passe à travailler. Ensuite, il y a les réseaux. Les réseaux, comme on en parlait en début de podcast en off, les stories. Mettre une story, les gens, ils se rendent pas compte le temps que ça prend. Mettre des réels, juste gérer des réseaux. Les gens, ils ont l'impression que j'ai toutes mes activités. Et les réseaux, c'est juste comme ça, je partage. Et les réseaux, c'est une activité à part entière. Il y a des gens, ils vivent des réseaux, tu vois. Et bon, moi, je suis pas encore au point où je peux vivre des réseaux. Mais en vrai, c'est une activité, j'y passe énormément de temps. Donc ouais, c'est des sacrifices, forcément. Et à aucun moment, tu te dis que c'est trop? Si, plein de fois, je me dis que c'est trop. Plein de fois, je pète des câbles, tu vois, et ça, je demande pas forcément, mais alors, bah, regarde, Ridwan, il s'est levé direct. On en parle avec Ridwan, mais je suis là, je me pose et je me dis, je vais pas réussir à gérer. Là, c'est trop, frère. Demain, je dois me lever, je dois aller au taf. D'ailleurs, j'ai mes trucs du taf. J'ai mes partiels qui arrivent dans une semaine. J'ai tel partenaire, il me relance pour tel reporting financier, il me met la pression. J'ai tel problème dans l'assaut, dans telle ville, il y a eu une friction entre 2 co-responsables. J'ai 3 réunions. J'ai mes parents qui me disent, ouais, faut que tu... Je suis en mode, wesh, impossible, je gère ça. Qu'est-ce que je fais là? C'est ça, je dois gérer chaque problème. Des fois, je pète des câbles, vraiment. Et pourquoi tu fais tout ça, du coup? Pourquoi tu ne te concentres pas sur une activité? Pourquoi tu mets ton énergie à droite, toujours à gauche? Plus. Moi, je suis dans une optique toujours plus. J'ai envie de faire tout. Je m'ennuie, en fait. En fait, tu vois, j'ai des périodes où, du coup, je suis dans le rush de ouf. Et bah, précisément, c'est la définition de la dépression. La dépression, elle intervient après une phase de pression. Donc, vu que je suis tout le temps dans le rush, je suis tout le temps sous adrénaline. En fait, je vis tellement des trucs intenses que tout le temps, j'enchaîne. Et dès que j'ai plus rien, bah, en fait, j'ai l'impression que je suis parti en Serbie. Alors, très intéressant. Je pense après. Je suis parti en Serbie voir ma famille. Toutes les années, je vais voir ma famille. Là, ça faisait 2 ans avec le Covid que j'étais pas allé. Je suis parti les voir. Je suis resté 2 semaines. Et j'ai du mal à le dire, hein, mais pendant 2 semaines, j'étais un peu triste. Parce que je passe d'un train de vie où tous les jours, j'ai des réunions, tous les jours, j'ai des trucs, tous les jours, je sors de chez moi, etc. À 2 semaines où je suis limite, j'ai Internet, mais tu vois, c'est pas la connexion d'ici, etc. Où j'ai plus rien. Et c'est triste parce que, tu vois, il y a ma famille, ils sont là, et je les aime de ouf, vraiment, et je les vois pas souvent. Du coup, je passe du temps avec eux et tout. Mais en même temps, je passe tellement d'un truc où je suis sous pression, un truc que, voilà, dépression. C'est ça qu'on appelle la dépression. Et c'est pour ça que je sais plus ce que c'était la question initiale, mais oui, pourquoi tu fais tout ça? Parce que si je le fais pas, j'ai l'impression de pas avancer. Et mon deuxième moteur, c'est de me dire, on vient d'en bas. Moi, j'ai rien eu. Je vais pas avoir d'héritage, j'ai pas de machin, etc. Mes parents, ils bossent, ils truquent. Donc, on part vraiment du niveau d'en bas. Si je veux construire quelque chose, si je veux être bien demain, c'est à moi d'aller chercher les choses. Il y a personne qui va rien me donner. J'ai pas un père qui est multimillionnaire, machin, etc. Donc, c'est à moi de construire mon avenir. Et du coup, est-ce que tu es heureux? C'est une bonne question. En vrai, il y a, tu vois, j'aurais pu te dire, ouais, franchement, je suis heureux de fou. Bah, bien sûr. Non, mais c'est une vraie question parce machin, que etc. forcément, quand tu es dans l'excès à chaque fois, c'est une question qui se pose parce que quand tu veux toujours plus, enfin, moi, c'est une question que je me suis déjà posée plein de fois, mais quand tu veux toujours plus, forcément, la question, c'est est-ce que tu es heureux? Parce que tu as des gens qui vont, comme tu le disais, rentrer chez eux, regarder une petite série, aller dormir et s'arrêter là et ça leur convient très bien. Ils sont heureux comme ça. Mais du coup, t'as plein de personnalités qui kiffent avoir toujours plus. Ouais. Donc, ouais, la question, est-ce que tu penses que t'es heureux? Bah, je pense que, fondamentalement, si je me plaisais pas dans ce train de vie, je le continuerais pas. Donc, en vrai, quelque part, oui, je suis heureux parce que je continue et que j'en veux toujours plus. Maintenant, ça veut pas dire que je suis constamment heureux. Il y a plein de fois où je me dis, en vrai, j'aimerais bien rentrer là, avoir ma meuf, me poser et regarder une série avec elle. Et en vrai, je sais que j'ai pas le temps pour ça, tu vois. Donc oui, sur ça, ouais, je vais pas te mentir, j'ai plein de manques à droite, à gauche, de plein de trucs différents. Après, c'est juste un arbitrage, en vrai, tu vois. Je sais que si j'avais une copine et que je rentrais tous les soirs, que je me posais dans la série et que je travaillais pas, au bout d'un moment, je me dirais, bon,
Ah, c'est bien, tu vois, maintenant j'ai eu ce que je voulais, mais c'est le propre de l'être humain, en vrai, on veut toujours ce qu'on n'a pas. Donc, il faut juste trouver un équilibre et un jour, je trouverai une meuf qui acceptera ça, qui m'épaulera dans ça et j'avancerai avec elle, tu vois, là-dessus. Mais voilà, franchement, ouais, je pense que globalement, je suis heureux. Mais il y a plein de moments où je suis pas heureux, ce qui est normal, comme tout le monde. Une dernière question, c'est quoi pour toi avoir de l'impact? C'est suivre The Impact Story. Avoir de l'impact, c'est juste quand j'ai livré la fille et qu'elle m'a dit merci beaucoup. Pour moi, c'est un impact de fou. Tu regardes les avis Google aujourd'hui, franchement, c'est intéressant, je vous invite à le faire sur Et tu mets équipage solidaire. En fait, on met un petit carton dans les kits, on dit voilà, si vous voulez nous mettre un avis, nous on lit ça, etc. Ça nous motive, c'est cool. Les gens, des fois, ils mettent des avis. Je me pose des fois le soir, là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Des fois, je me pose et je défile. Pendant 5 minutes, je lis tous les avis. En vrai, pour moi, l'impact, c'est ça. Et c'est le rapport d'activité, forcément. C'est quand les mots, ils suffisent plus. Que ce que je disais sur LinkedIn, là, on laisse parler les chiffres. En vrai, tu regardes, tu lis le rapport d'activité, il fait 34 pages. 34 pages, t'as que des stats. Et c'est que des stats, genre 1 million d'euros de courses livrées, 15 000 tonnes, 15 000 kilos, donc 15 tonnes de denrées sauvées, etc. Je dis, ouais, je sais quoi, 15 tonnes. Après, on avait fait le comparatif avec un éléphant. Moi, ça me paraissait pas si ouf. Mais les gens me disent, si, c'est ouf, tu vois. Ouais, je sais plus, je crois un éléphant, c'est 3 tonnes, un truc comme ça. Je dis, c'est tout. Après, je sais pas, c'est pas ouf. Mais en vrai, si, c'est ouf. Mais tu vois, c'est. Je suis en mode, ouais, je sais plus c'est combien un éléphant. Mais je crois que moi, j'ai vu que vous avez livré pour 10. Non, je veux pas dire de bêtises, mais. En tout cas, on a sauvé 15 tonnes de nourriture de la poubelle. Genre sur les denrées périssables. Parce qu'en fait, dans les kits, il y a denrées périssables et non périssables. Et non périssables, ça fait tout ce qui est sauce, pâtes, hygiène, machin et tout. Périssable, c'est genre vraiment plat préparé, sandwich. On a des sushis, on a des légumes, des viennoiseries, beaucoup de viennoiseries, pain au chocolat, croissant et tout. Ça, on est à 15 tonnes. Bah écoute, merci beaucoup pour ton temps. Avec plaisir. Merci à toi pour l'invitation. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux déjà sur Insta notamment. Moi, je te suis beaucoup sur Insta en story. On voit tout ce que tu partages, les backstage, les livraisons, quand tu taffes et tout. Donc, allez le suivre. Et en fait, en plus de ça, je trouve que ça donne vraiment beaucoup d'énergie et de positivité, tu vois. Quand je te suis, c'est le sentiment que j'ai. Ah, donc, ça fait plaisir. J'allais te demander en plus, c'est quoi ton ressenti global sur mon compte? Genre positif comme négatif? Lâche-toi, franchement, mets-toi bien. Non, mais je pense qu'il y a deux effets. Moi, il y a le premier où, du coup, comme t'es de bonne humeur, du coup, ça te met de bonne humeur. Et le deuxième, c'est genre, ça me motive. Okay. Genre, je suis en mode, faut continuer, tu sais, genre, faut se bouger. Ok, donc, ça fait voilà. Plaisir. Bah, c'est carrément l'objectif en plus. C'est vraiment de montrer que, encore une fois, on peut partir de rien et faire des belles choses. Et en même temps que. En vrai, je suis quasiment tout le temps de bonne humeur. Même quand je suis pas bien, je le montre pas. Même quand je suis pas bien, en fait, je suis obligé d'être souriant, de machin, parce que vu que je porte le machin, si moi je suis terne et truc, les gens ils vont pas me suivre, ils vont pas suivre une personne terne. Donc ça veut dire que je souris tout le temps. Tu me verras jamais mal, ou en tout cas, Redouane, il peut me voir mal, parce que voilà, on est à 4h du matin au local quand j'ai des problèmes, mais les gens, ils me verront jamais mal. Mais tu vois, ça aussi, tu pourrais le montrer en soi. Enfin, c'est un autre débat, mais tu pourrais parce que du coup, l'image que tu renvoies, c'est quelqu'un qui a toujours la pêche, qui est toujours heureux. Et en fait, on sait qu'humainement, c'est pas possible. Mais du coup, t'as des gens qui vont se dire, mais comment il fait? Il est toujours heureux, il fait toujours 10 000 trucs. Et peut-être qu'aussi, en étant transparent là-dessus, ça toucherait des gens. C'est vrai. Mais du coup, voilà, sur ces belles paroles, on va se laisser. Merci beaucoup, Yovan. Les gens peuvent te retrouver sur tes réseaux. Et voilà, abonnez-vous, likez, partagez, tout le reste. Ça fait plaisir. Merci pour l'invitation, frérot.